Les matinales de Midi 1, Gaëtan Plenet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Midi 1. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 1er octobre et comme tous les matins, on se réveille ensemble en douceur et on en profite pour faire un tour de l'actualité à la fois sur notre continent mais aussi dans le reste du monde. On parle aussi de sport et d'économie. Bref, il y en a pour tous les goûts. Alors juste avant une première édition de notre journal africain, je vous propose de jeter un coup d'œil aux prévisions météo. Au Maroc, ce matin, comme cet après-midi, c'est majoritairement le soleil qui domine, même s'il faudra composer avec quelques passages nuageux sur le nord de l'Oriental, mais aussi sur le littoral, entre Tanger et Casablanca, ainsi qu'au sud de la ligne Figuig-Agadir. Côté Mercure, comptez 24 degrés sous les nuages de Rabat, 25 à Tanger. On attend 31 du côté des Saouira, 2 degrés de plus, 33 à Fès, 36 à Erachidia et Agadir et 39 degrés pour Marrakech. En Algérie, le ciel alternera entre nuages et soleil sur le quart nord du pays. Ailleurs, ce sera plus dégagé. Le constat sera le même d'ailleurs cet après-midi. Dans la capitale Alger, le mercure affiche 28 degrés, 30 à Béjaïa et 32 à Oran. Il fera 36 degrés à Chlef, 37 à Rardaya et la maximale 42. Ce sera une fois de plus pour la ville d'Adrar. En Tunisie, les nuages n'auront que peu le droit au chapitre ce mardi et c'est le soleil qui domine ce matin comme cet après-midi dans l'ensemble du pays. 28 degrés au compteur à Bizerte et Monastir, 29 à Tabarka. On attend 31 à Kasserine et Gabès, 32 à Gafsa, 33 à Médénine et 35 degrés à Tozeur, ce sera la maximale. Et puis on jette un coup d'œil sur le temps qu'il fait dans les grandes capitales africaines avec un temps qui tourne à l'orage du côté d'Abidjan et Lagos où l'on attend respectivement 27 et 28 degrés. Des éclairs que l'on retrouvera également à Douala où le mercure affiche 30 degrés. 30 degrés aussi mais des nuages seulement à Dakar ainsi que Conakry. Un ciel couvert et 35 degrés, voilà ce qui attend les habitants de N'Djamena. Allez, on passe au journal de l'actualité africaine. Et le nord du Mali à nouveau frappé par le terrorisme. Ce sont cette fois 2 camps de l'armée qui ont été pris pour cible hier matin. Le bilan est très incertain pour l'instant, mais les sources sécuritaires évoquent la mort d'au moins 2 civils. Le bilan matériel, lui aussi, est lourd. Au Burkina aussi, les attaques terroristes sont de plus en plus récurrentes. Pas de quoi rassurer élèves et professeurs qui justement effectuent leur rentrée des classes ce mardi. Le contexte sécuritaire dans le pays entraîne de très nombreuses fermetures d'écoles. Au Sénégal, Khalifa Sall a passé la journée avec ses proches hier, quelques heures seulement après la grâce présidentielle dont il a bénéficié. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il finalement, contre toute attente, laissé sortir de prison l'ancien maire de Dakar? Nous poserons la question à un membre d'Amnesty International Sénégal. Et puis du sport en fin d'édition avec la colère des Sénégalais de Génération Foot. Samedi, ils étaient présents au Caire pour jouer leur match dans le cadre de la Ligue des Champions Afrique. Un match finalement reporté à la dernière minute au lendemain et dans une autre ville. La CAF se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques. Au moins 2 civils tués et 3 autres blessés dans le nord du Mali à la frontière avec le Burkina Faso. Bilan encore très provisoire de ces 2 attaques successives qui ont eu lieu dans 2 camps de l'armée malienne tôt hier matin. Les forces armées maliennes parlent d'attaques terroristes mais aucune revendication pour l'instant. On fait le point sur ce que l'on sait depuis Bamako avec Christelle Pire. Ce lundi soir, les renforts n'étaient toujours pas arrivés à Boulkessi, à la frontière avec le Burkina Faso, où se trouve un détachement malien de la force conjointe du G5 Sahel. Déjà maintes fois attaqués, leur position a de nouveau été prise pour cible aux alentours de 4 heures du matin. Selon des témoignages, les assaillants ont emporté beaucoup de matériel, des pick-up, des armes, des munitions, et ils ont brûlé le camp avant de repartir. L'armée malienne a envoyé ses hélicoptères pour survoler la zone et a même mené quelques frappes dans la ville. Un peu plus tôt, vers 1 heure du matin, c'est le camp de la garde nationale de Mondoro qui a été attaqué. Selon le ministère malien de la Défense, les militaires auraient là abandonné leur poste. Ces nouvelles attaques qualifiées de terroristes par les autorités maliennes ont lieu après une semaine meurtrière au Burkina Faso, de l'autre côté de la frontière, où d'ailleurs plusieurs positions militaires ont été évacuées depuis l'attaque de Koutougou à la mi-août, où 24 soldats burkinabés avaient été tués. De quoi rendre Mondoro et Boulkessi encore plus vulnérables, car même si la force française Barkhane s'est rapprochée depuis le printemps dernier, en s'installant à Gossier, à 150 km de là, cette zone est un carrefour pour plusieurs groupes terroristes, notamment le groupe État islamique dans le Grand Sahara, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda ou encore Ansarul Islam. À Bamako,
Christelle Pierre pour Média. Et la menace terroriste grandissante, c'est un problème que connaît malheureusement trop bien le voisin burkinabé. Et c'est pourtant dans ce contexte qu'a lieu aujourd'hui la rentrée des classes, une reprise incertaine et à haut risque pour les enseignants et les élèves du nord et de l'est du pays où les attaques terroristes se sont multipliées. Menaces, assassinats ciblés, écoles et matériels pédagogiques brûlés. Après les forces de défense, les établissements scolaires et les éducateurs sont les plus touchés par les groupes armés terroristes au nord et à l'est du pays. Au total, plus de 2000 écoles ont déjà dû fermer leurs portes. Sophie Douce à Ouagadougou. La menace est proche. Chaque jour, lorsque cet intendant part travailler au lycée de Djibo, au nord du pays, il le sait, il risque sa vie. On vit la peur au ventre, d'être enlevé, d'être touché physiquement par ces phénomènes. On se casse depuis qu'on est enseignant. Il y a un certain âge là, les enfants ne peuvent pas dormir seuls tellement ils ont été touchés moralement. Nous-mêmes, parfois, on a du mal de dormir, puisqu'il y a souvent la nuit des tirs. Chacun se grippe dans sa natte ou dans son lit, sans bruit, potable, éteint, lumière éteinte. À partir d'une certaine heure, vraiment, on se prive de tout. En mars, 2 collègues ont été enlevés et assassinés dans la commune. Alors, beaucoup préfèrent fuir, les écoles ferment. Résultat, de nombreux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Un cercle vicieux pour Souleymane Badiel de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation. Si il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'ouverture au monde. Il n'y a pas véritablement de perspective en termes d'emploi pour un grand nombre de ces enfants. Et si effectivement ces écoles sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a véritablement plus de présence de l'État. Le plus grand terreau que le terrorisme exploite, c'est celui de l'ignorance. Ça constitue un grand terreau pour le recrutement. Côté gouvernement, ne cache pas non plus son inquiétude. Un plan d'urgence a été adopté en février pour sécuriser les écoles et réaffecter les enfants déscolarisés. Mais depuis, les violences se sont encore aggravées, ralentissant un peu plus la mise en place de ces mesures. Sophie Douce, à Ouagadougou pour Média. Au Cameroun maintenant, le grand dialogue national voulu par le président s'est ouvert hier et se poursuit aujourd'hui. Un seul sujet sur la table, le conflit séparatiste sanglant dans les régions anglophones du pays. Mais les leaders sécessionnistes refusent de participer, laissant planer le doute sur l'issue de ces discussions. Hier d'ailleurs, un gendarme a été tué à Badjanmin dans l'ouest du pays. Il a péri dans une attaque menée justement par les miliciens séparatistes. C'est le sujet dont tout le monde parle dans les rues de Dakar. La remise en liberté de Khalifa Sall dimanche soir. L'ancien maire de la capitale a bénéficié d'une grâce présidentielle au Sénégal après plus de 2 ans derrière les barreaux, condamné pour une série de malversations financières. Cette grâce de Macky Sall intervient quelques jours seulement après une autre image forte, celle de la rencontre de réconciliation entre le chef de l'État et son prédécesseur et grand rival Abdoulaye Wade. Mais pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, eh bien le président n'avait surtout pas le choix tant la colère gronde dans le pays. La situation était assez tendue dans le pays. Le président a été dans une situation extrêmement difficile avec les manifestations autour des contrats pétroliers et gazés et plusieurs manifestations dans le pays. La situation était également tendue. Sur le plan économique, on a commencé à observer une montée des prix des denrées de première nécessité. Tout cela fait que, évidemment, il avait intérêt à faire baisser la tension. La tension était trop grande. Il y avait énormément de mécontentement dans le pays. Et donc, il avait intérêt à faire baisser la tension dans le pays. Je crois que c'est cela qu'il a fait. Il était clairement dans des situations assez difficiles. Les propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. Une commission électorale indépendante qui est inféodée, c'est le terme utilisé hier par la CDRP, plateforme de l'opposition ivoirienne, qui rejette la nouvelle instance après l'élection de son président. Il s'agit du magistrat Coulibaly Kouibiarté Ibrahimé. Un choix qui ne convient pas à l'opposition, qui n'exclut pas d'ailleurs des mobilisations et appelle les citoyens ivoiriens à se tenir prêts. De nombreux experts africains et européens réunis depuis hier à Abidjan pour la 4e édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Au programme, de nombreuses tables rondes pour parler notamment de l'impact que l'intelligence économique, mais aussi numérique et artificielle peuvent avoir sur la société ainsi que sur les entreprises. Du sport à présent avec cette nouvelle affaire dont se serait bien passée la Confédération africaine de football. Dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, les Sénégalais de Génération Foot devaient affronter le Zamalek
l'Amalek au Caire. Ils étaient d'ailleurs sur place samedi pour le match prêt à jouer. Sauf que la rencontre a finalement été reprogrammée à dimanche, cette fois à Alexandrie. Les Sénégalais ont finalement décidé de quitter l'Égypte sans jouer le match. Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, revient pour nous sur cette nouvelle affaire. On prend les mêmes et on recommence. À la CAF, c'est jamais terminé. Vous croyez qu'à un moment ça va se terminer, tout va bien se passer, mais non, ils sont capables de tout, ils sont capables de choses totalement inattendues. Alors là, je crois je dis pas qu'on bat des records, parce que déjà la finale, la manière dont elle s'est terminée, ça battait des records, mais là on se retrouve encore une situation très différente, c'est-à-dire que le Zamalek avait décidé de changer le jour de son match et le lieu de son match, qui devait se dérouler normalement au Caire et qui s'est déroulé à Alexandrie. Et Génération Foot, les Sénégalais, sont arrivés là-bas et l'ont su qu'au dernier moment. J'ai lu les lettres, les échanges à la fois entre Génération Foot et la CAF, mais on est dans l'absurde le plus total. Parce qu'en fait, il y a un règlement à la CAF qui stipule qu'il faut déjà donner 14 jours aux équipes pour savoir s'il y a un changement de lieu. Et une autre chose, ça doit être dit par la commission interclub, ce qui n'a pas été du tout le cas sur ce coup-ci, puisque ça a simplement été envoyé par Anthony Bafo, secrétaire général de la CAF. Donc, du n'importe quoi. Et vous avez une équipe qui est venue dans un stade le samedi, une autre équipe qui est venue dans un stade le dimanche, dans deux villes différentes. Évidemment, il y a peu de chances qu'ils se rencontrent. Donc, le match a été purement et simplement annulé. On nage en plein délire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est totalement inadmissible. Il y a des règlements, il faut appliquer ses propres règlements, sinon on ne s'en sortira jamais. Et en ce moment, force est de constater qu'on s'en sort pas complètement. Hervé Penaud, voilà l'affaire à suivre, ce pourrait être le cas devant le tribunal arbitral du sport. On continue à parler de l'actualité sur notre continent et on regarde maintenant ce qui occupe les grands titres des quotidiens africains. Une revue de presse signée Fatou Cissé. Bonjour, bienvenue dans votre revue de l'actualité africaine de ce jour. Commençons par le site belge Afrique la Libre qui nous apprend que le Conseil des droits de l'homme a prolongé d'1 an deux commissions d'enquête internationale indépendantes sur le Burundi et la Syrie. Cette décision a été prise au terme de 3 semaines de travaux de l'instance onusienne à son siège de Genève. D'après le journal en ligne, l'enquête sur le Burundi avait récemment dénoncé des violations dans tout le pays dans le contexte préélectoral avant la présidentielle prévue en 2020 dans ce petit pays d'Afrique centrale qui est en crise depuis 4 ans et demi. Les principales cibles étaient les partisans de l'opposition réelle et supposée et les défenseurs des droits de l'homme selon la commission d'enquête internationale indépendante sur le Burundi reprise par nos confrères. Le gouvernement de l'État de Katsina au nord du Niger procède à des plans pour négocier la libération de 20 de ses natifs qui ont été kidnappés et vendus au Burkina Faso comme esclaves à la suite de leur enlèvement par des bandits. L'information est à lire sur afriquepanorama.com. Selon les sources d'information, les victimes auraient été vendues à un trafiquant en République du Bénin qui les a revendues à un autre acheteur au Burkina Faso. À l'instar de plusieurs autres États dans la zone géopolitique du Nord-Ouest, Katsina est confronté à des défis de sécurité occasionnés par des activités de bandits, kidnappeurs et voleurs de bétail, d'après le site d'information panafricain. Direction la République démocratique du Congo, la communauté Allure en Ituri a demandé au gouvernement congolais de procéder au désarmement volontaire ou forcé des assaillants du groupe armé Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Elle recommande aussi la poursuite judiciaire des auteurs des crimes commis contre ses membres. L'information est relayée par Radio Okapi. Selon le site d'information, ces résolutions ont été prises à l'issue d'une récente conférence intra-communautaire du peuple Allure dans le but d'explorer des pistes pour la pacification de la province de l'Ituri. On termine par Presse Afrique qui titre à sa une que le président gambien Adama Barrow tente d'éteindre la contestation sur la durée de son mandat. En effet, lors de son élection en décembre 2016, le président Adama Barrow avait convenu de se retirer au bout de 3 ans. C'était l'accord conclu avec la coalition qui l'a porté au pouvoir. Cependant, nos confrères, Adama Barrow tente de montrer qu'il est soutenu pour justifier la continuation de sa présidence. Le journal en ligne explique cette détermination du président gambien par son discours en avril dernier dans lequel il a indiqué, je cite, « Seul Dieu peut me retirer du pouvoir ».
Par ses propos, Adama Barrow a montré qu'il était bien décidé à rester en poste jusqu'en 2021, précise le site d'information Presse Afrique. Voilà, c'est tout pour cette revue de l'actualité africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Médin TV Afrique. Allez, on fait maintenant un point sur les grands titres de l'actualité internationale. 80 minutes de défilé militaire, des feux d'artifice, mais aussi la projection de films patriotiques. Les autorités chinoises ont vu les choses en grand pour célébrer ce mardi les 70 ans de la République populaire. Rien ne peut ébranler la nation chinoise, a proclamé le président. Au Maroc, le bilan continue à s'alourdir après le naufrage d'une embarcation au large de Mohamedia. C'était samedi, 5 nouveaux corps ont été retrouvés hier. Le bilan s'alourdit donc à 12 morts. Et puis une grande voix de l'opéra s'est éteinte hier, celle de la cantatrice américaine Jessie Norman à l'âge de 74 ans, une carrière immense qu'il a menée à travers les plus grandes salles d'Europe, particulièrement reconnues pour ses interprétations de Wagner. Ah voilà, maintenant c'est l'heure du journal de l'économie, il vous est présenté par Zidnem Messari. Heureuse de vous retrouver tout de suite, le journal de l'économie. Les indicateurs financiers consolidés de BMCE Bank of Africa sont au vert au premier semestre 2019. Le résultat net part du groupe est en hausse de 4% par rapport à la même période une année auparavant. D'ici un mois maximum, la banque démarrera la cité Mohamed VI Tanger Tech, une cité industrielle moderne et connectée, inédite au Maroc et en Afrique. Le groupe a également annoncé à l'occasion de la présentation de ces chiffres le report du changement du nom de la BMCE Bank of Africa qui était prévu pour le mois de septembre. On reste toujours dans le secteur bancaire au Maroc. La BMCI vient de créer une nouvelle filiale détenue à hauteur de 51% par la BMCI et 49% par BNP Paribas. Digifi sera spécialisée dans le paiement et entrera en activité durant le 4e trimestre 2019, mais la date n'a pas encore été communiquée par le management de la banque. La croissance économique nationale a légèrement reculé au deuxième trimestre 2019, se situant à 2,5% contre 2,6% une année auparavant. Une croissance tirée essentiellement par la consommation finale et l'investissement dans le contexte d'une baisse d'inflation et du besoin de financement de l'économie nationale en amélioration. En Algérie, la compagnie pétrolière nationale Sonatrach a décidé pour le mois d'octobre prochain d'augmenter le prix de vente de son baril de pétrole Sahara Blend. Le pays produit environ 1 million de barils par jour et ce changement devrait ainsi permettre à Sonatrach d'engranger 850 000 $ de plus chaque jour. Le calvaire continue pour la compagnie aérienne française XL Airways. Placée en redressement judiciaire la semaine dernière, la compagnie a interrompu ses vols à partir de ce lundi à 15h. XL Airways espère toutefois que ces déboires ainsi que ceux des glasures susciteront une mobilisation de la part des acteurs français pour répondre à une concurrence débridée dans un pavillon consolidé et résistant. Le taux de chômage a corrigé des variations saisonnières. Il s'est établi à 7,4% dans la zone euro en août, en baisse de 0,1 point sur un mois et 0,6 points sur un an. Le consensus tablait sur une stabilité à 7,5%. Eurostat estime qu'en août, 15 432 000 hommes et femmes étaient au chômage dans l'Union européenne, dont 12 169 000 en zone euro. Le cours du palladium a franchi ce lundi pour la première fois de son histoire les 1 700 $ l'once. Utilisé pour fabriquer les pots catalytiques des voitures essence, le palladium vaut désormais plus cher que l'or en l'espace d'un an. Le cours du palladium, qui est sans doute le moins connu des métaux précieux, a grimpé de plus de 40% et de près de 200% en 3 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite des programmes sur votre chaîne d'information Médien TV.
Allez, on reparle de sport maintenant avec du football. Ce mardi, le Real Madrid reçoit le FC Bruges dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Espagnols doivent se ressaisir après une entrée en lice ratée face au PSG. L'entraîneur Zinedine Zidane s'exprimait hier à la veille de la rencontre, revenant notamment sur le profil de Karim Benzema. C'est vrai que c'est une compétition très spéciale pour tout le monde. On sait l'histoire quand on regarde, en fait, quand on est à l'intérieur de ce club. Voilà, c'est le club qui a le plus de Champions League dans toute l'histoire. Le joueur qu'il est, je ne vais pas dire grand chose. En fait, je vais pas être original en parlant du joueur Karim, le joueur qu'il est. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que, et ce que je trouve chez lui, c'est qu'il est un peu apaisé. C'est-à-dire que le joueur, on le connaît. Maintenant, il est différent de ce côté-là, c'est-à-dire je vois quelqu'un de plus responsable, de plus apaisé, et ça fait toute la différence, vraiment. Vraiment, ça fait toute la différence aux yeux de tout le monde aussi, des autres, et il faut profiter de ça. Et j'aimerais revenir sur ce qui a changé depuis la défaite à Paris. On a vu que vous n'avez pas encaissé un but en 3 matchs, que défensivement les boulons ont été serrés. Est-ce que c'est le genre de défaite à Paris qui a permis de réveiller tout le monde et peut-être de lancer la saison? Est-ce que ça a piqué l'orgueil de votre effectif? Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, le Real est lancé grâce à cette défaite? Oui, de toute façon, c'est sûr que cette défaite nous a fait du mal, bien sûr, ça c'est sûr et certain. La réalité, c'est qu'on est 4e aujourd'hui quand on va commencer notre match demain. Et ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on a fait 3 matchs depuis, on a été bons, on a été très bons défensivement, on fait des choses bien, on peut toujours s'améliorer et c'est ce que j'ai envie de dire toujours à mes joueurs de toute façon. Chaque match est différent, chaque match a son histoire. Et celui de demain, pour nous, c'est le plus important. Il nous en reste 2 avant le prochain ballon. Et là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut le profiter. C'est-à-dire que demain, c'est vraiment très important de gagner notre match. De faire tout en tous les cas pour gagner. Voilà, Real Madrid FC Bruges, le coup d'envoi c'est cet après-midi 16h55 en temps universel. On passe maintenant à l'invité de la rédaction et on prend un peu de hauteur ce matin. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction sur Médian TV Afrique. Nous recevons aujourd'hui 2 personnes, un duo inséparable, les pilotes et amis Biram Koulibaly et Maodo Ndiaye. Ils ont effectué un exploit cet été en ralliant Saint-Louis du Sénégal à Logne, en banlieue parisienne, à bord d'un petit avion de 4 places. Bonjour Biram et Maodo. Bonjour Aminata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Alors, l'aéropostale de Jean Mermoz dans le sens inverse. Biram, pourquoi avoir décidé de relever ce défi? Comment ce défi vous est-il venu? Alors, tout d'abord, c'était au début une discussion entre Maodo et moi. On voyait beaucoup de pilotes venir de l'étranger, des États-Unis, d'Europe, s'opposer à l'Aéroclub Ibagué de Dakar. Et on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que nous-mêmes on ne pourrait pas entreprendre ce voyage dans le sens inverse, avec un avion immatriculé au Sénégal et avec des pilotes et un prix à piloter ici au Sénégal en fait. Donc l'idée nous est venue tout simplement en discutant. Et on s'est dit, c'est pas commun de voir 2 Sénégalais aller parcourir le monde dans un petit avion. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans cette folle aventure. Voilà comment tout est parti en fait d'une simple discussion entre Maodo et moi à l'Aéroclub. Alors, pour allier la France depuis le Sénégal, vous avez parcouru 10 000 km et survolé le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Tout cela sans pilotage automatique. Maodo, vous exercez comme pilote en ligne. Quelle est la différence entre piloter en avion commercial et en petit monomoteur? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expérience? Ça a été une expérience inoubliable. Comme vous l'avez bien dit, il y a une petite différence qui existe entre le métier de pilote de ligne et pilote privé. Mais on est tous passés par là. C'est la base. Donc piloter sans pilotage automatique, c'est la base de tout début pour quelqu'un qui est dans l'aviation. Donc pour ce qu'on a fait, Biram et moi, en tant que pilote privé, on a traversé 10 000 km, incluant le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la France tout entière. Et bon, on était là tous les deux, juste nous deux, il n'y avait personne. On était les mécanos, on était les bagagistes. Donc toute cette chaîne, c'était vraiment juste entre nous deux. Alors Biram, quel souvenir vous gardez de votre arrivée à Paris? Un très beau souvenir, honnêtement, rempli d'émotions.
Je pense que ce dernier trajet, c'est moi qui l'ai fait entre Châteauroux et Logne, donc c'était moi qui étais aux commandes. J'ai eu la lourde charge de poser cet avion sur la courte piste de Logne qui fait que 700 mètres. Et quand on a roulé pour aller au parking et qu'on a vu toutes ces personnes avec le drapeau du Sénégal sur un aéroport français nous attendre et nous féliciter, j'avais les pieds qui tremblaient. Moi, je l'ai même dit à Mardo, je lui ai dit j'ai les pieds qui tremblent et c'était vraiment rempli de fierté en fait de voir notre drapeau sur un aéroport en France. Après, voir nos familles, voir nos amis, voir beaucoup de gens qu'on ne connaît pas du tout. Qui ont fait le déplacement, qui ont laissé leur activité pour venir nous encourager. C'était vraiment quelque chose qui nous a rempli d'émotions en fait, Mardo et moi. Et on n'a pas les mots aujourd'hui même pour dire merci à tous ces gens qui nous ont suivis et qui nous suivent jusqu'à présent dans ce qu'on est en train de faire. Alors Mardo, il faut bien s'entendre pour relever un tel défi. J'ai été une des premières personnes à l'accueillir. Et donc jusqu'à ce jour, il est resté mon grand frère. Et aussi, bon, je l'ai beaucoup aidé, il m'appelle toujours pour me dire que je suis son mentor et que je l'ai beaucoup conseillé pendant sa formation au sein de l'aéroclub. Et donc c'est cet échange qu'on a. Donc, et depuis, bon, voilà, on n'a pas vraiment eu de problème pendant ce voyage. On s'entend super bien. C'est vraiment un binôme. On est tous les deux bien, on a partagé plus de 60 heures dans un petit avion. Donc c'est juste pour dire que la relation qui nous lie tous les deux est très forte. Donc un lien très fort vous unit. Et maintenant que vous avez relevé ce premier défi, avez-vous envie d'en relever d'autres? Oui, on a déjà envie de repartir. Je pense que quand on est arrivé, on n'avait que cette idée de faire l'Europe. Et puis dans l'avion, de nouvelles idées sont nées en fait, on va dire. Là, on a envie d'aller se lancer dans un tour d'Afrique. Et d'ici 2 ans, de retourner aux États-Unis, puisque les avions d'Aéroclub ont été achetés aux États-Unis. Donc notre souhait, c'est de ramener, on va dire, ce bel avion là où il a été acheté. Mais entre-temps, on a aussi envie de partager notre expérience avec la jeunesse de notre pays, de véhiculer le message, ce message fort en fait qu'on a essayé de transmettre pendant tout notre voyage, c'est de dire qu'en tant que Sénégalais et en tant qu'Africain, on peut réaliser de grandes choses quand on se donne les moyens. Donc on a envie d'aller vers les jeunes, d'aller vers les écoles pour leur raconter un peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et également rendre un peu de toute cette générosité qu'on a reçue, de la rendre aujourd'hui à notre communauté, en fait, à la communauté sénégalaise. Et ça va commencer dès le mois d'octobre avec une distribution de fournitures scolaires pour aller aider un peu les écoles, on va dire, qui sont dans des difficultés, parce que c'est notre réalité quand même de notre pays. Justement, j'allais l'évoquer, parmi vos projets, c'est la rentrée scolaire et vous prenez le chemin des classes par les airs pour raconter non seulement votre expérience, mais également vous offrez des fournitures scolaires aux élèves pour soutenir un peu les parents. Oui, en fait, on avait envie de rendre un peu, comme j'ai dit tout de suite, de toute la générosité qu'on a reçue des gens. Et c'était important pour nous, Mardo et moi, on a toujours beaucoup parlé de ça. On voulait trouver un but. Avec notre avion, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller partout. Mais on est parti en Europe, on est revenu, donc on a envie de sillonner le Sénégal aujourd'hui et d'aller aider les familles qui ont le plus besoin. Aujourd'hui, la base de tout ça, c'est quand même l'école. Pour arriver là où on est arrivé, Mardo et moi, on a été obligé de passer par l'école et c'est l'école qui nous a formés jusqu'à qu'on en arrive là. Donc on a envie de donner la chance aujourd'hui à d'autres jeunes de pouvoir arriver à atteindre leurs rêves, et il n'y a que l'école qui peut les aider pour ça. Alors vous êtes un pur produit sénégalais, qu'est-ce qui motive vos actes? C'était surtout de montrer qu'en tant que jeune Sénégalais, on était capable de faire des choses. Et bon, on voyait tout le temps, c'était les Européens qui venaient ici, comme le Red Latte Air, le Toulouse Saint-Louis qui venaient pour montrer leur savoir-faire, leur pilotage et tout. Donc on s'est dit pourquoi pas 2 jeunes Sénégalais à bord d'un avion immatriculé au Sénégal, entretenu au Sénégal. Nous aussi on a été formés au Sénégal, et de montrer à travers tous les pays qu'on a traversés, de montrer ce savoir-faire sénégalais. Et comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que vous avez eu à raconter votre expérience à certains jeunes Sénégalais. Quelle a été leur réaction? Bon, on n'a pas encore commencé on a prévu de faire le tour des écoles, surtout les lycées, pour les
un peu les convaincre un peu plus de s'intéresser au métier de l'aéronautique, pas forcément le métier de pilote, mais dans tout le secteur aéronautique, parce que le Sénégal en a besoin. Donc Biram et moi, nous allons commencer bientôt, après la rentrée scolaire, après la distribution de ces fournitures dans les régions de Saint-Louis et de Ziguinchor, nous allons faire le tour de certains lycées, des grands lycées à Dakar, pour parler beaucoup plus aux jeunes de notre expérience et de les pousser à s'intéresser beaucoup plus au métier de l'aviation. Alors Biram, vous avez certainement eu des retours par rapport à cette expérience que vous avez vécue. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à ces réactions? Je pense que les plus belles réactions qu'on ait eues, c'est sur Instagram ou sur Facebook. C'est les messages qu'on reçoit, les réseaux sociaux, les messages qu'on reçoit de certains parents même des fois, ou de jeunes qui nous écrivent en disant que vous êtes une source d'inspiration pour nous. Et à travers votre histoire et à travers ce que vous faites, vous me donnez le courage de continuer, que ce soit dans les études ou alors de persévérer pour aller atteindre un objectif. Ou des parents qui nous disent merci d'avoir véhiculé ce message parce que leurs enfants nous suivent et aujourd'hui s'identifient à nous. Donc quelque part on devient des influenceurs, on va dire, on est porteur d'un message et c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui continuer et aller le plus loin possible dans ce message et continuer à pouvoir aider et aller le plus loin possible également en Afrique, parce que ce message il est peut-être pour les Sénégalais parce qu'on est Sénégalais, mais c'est le même qu'on aimerait véhiculer dans toute l'Afrique aujourd'hui en fait. Donc espérons que ce message passera. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aminata de nous avoir invités sur ce plateau. Ouais, et voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette matinale. Dans un instant, c'est le journal Afrique. On parlera notamment du Mali avec ces 2 nouvelles attaques simultanées dans le nord du pays. Elles ont fait au moins 2 morts, 2 civils, mais le bilan est encore incertain. Avant de passer au journal, on lève les yeux au ciel. Au Maroc, ce matin comme cet après-midi, c'est majoritairement le soleil qui domine, même s'il faudra composer avec quelques passages nuageux sur le nord de l'Oriental, mais aussi sur le littoral, entre Tanger et Casablanca, ainsi qu'au sud de la ligne Figuig-Agadir. Côté Mercure, comptez 24 degrés sous les nuages de Rabat, 25 à Tanger. On attend 31 du côté des Saouira, 2 degrés de plus, 33 à Fès, 36 à Erachidia et Agadir et 39 degrés pour Marrakech. En Algérie, le ciel alternera entre nuages et soleil sur le quart nord du pays. Ailleurs, ce sera plus dégagé. Le constat sera le même d'ailleurs cet après-midi. Dans la capitale Alger, le mercure affiche 28 degrés, 30 à Béjaïa et 32 à Oran. Il fera 36 degrés à Chlef, 37 à Rardaya et la maximale 42. Ce sera une fois de plus pour la ville d'Adrar. En Tunisie, les nuages n'auront que peu le droit au chapitre ce mardi et c'est le soleil qui domine ce matin comme cet après-midi dans l'ensemble du pays. 28 degrés au compteur à Bizerte et Monastir, 29 à Tabarka. On attend 31 à Kasserine et Gabès, 32 à Gafsa, 33 à Médénine et 35 degrés à Tozeur, ce sera la maximale. Et puis on jette un coup d'œil sur le temps qu'il fait dans les grandes capitales africaines, avec un temps qui tourne à l'orage du côté d'Abidjan et Lagos, où l'on attend respectivement 27 et 28 degrés. Des éclairs que l'on retrouvera également à Douala, où le mercure affiche 30 degrés. 30 degrés aussi, mais des nuages seulement à Dakar ainsi que Conakry. Un ciel couvert et 35 degrés, voilà ce qui attend les habitants de N'Djamena. Allez, tout de suite, le journal de l'actualité africaine. Et le nord du Mali à nouveau frappé par le terrorisme. Ce sont cette fois 2 camps de l'armée qui ont été pris pour cible hier matin. Le bilan est très incertain pour l'instant, mais les sources sécuritaires évoquent la mort d'au moins 2 civils. Le bilan matériel, lui aussi, est lourd. Au Burkina aussi, les attaques terroristes sont de plus en plus récurrentes. Pas de quoi rassurer élèves et professeurs qui justement effectuent leur rentrée des classes ce mardi. Le contexte sécuritaire dans le pays entraîne de très nombreuses fermetures d'écoles. Au Sénégal, Khalifa Sall a passé la journée avec ses proches hier, quelques heures seulement après la grâce présidentielle dont il a bénéficié. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il finalement, contre toute attente, laissé sortir de prison l'ancien maire de Dakar? Nous poserons la question à un membre d'Amnesty International Sénégal. Et puis du sport en fin d'édition avec la colère des Sénégalais de Génération Foot. Samedi, ils étaient présents au Caire pour jouer leur match dans le cadre de la Ligue des Champions Afrique. Un match finalement reporté à la dernière minute au lendemain et dans une autre ville, la CAF se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques.
Au moins 2 civils tués et 3 autres blessés dans le nord du Mali à la frontière avec le Burkina Faso. Bilan encore très provisoire de ces 2 attaques successives qui ont eu lieu dans 2 camps de l'armée malienne tôt hier matin. Les forces armées maliennes parlent d'attaques terroristes mais aucune revendication pour l'instant. On fait le point sur ce que l'on sait depuis Bamako avec Christelle Pire. Ce lundi soir, les renforts n'étaient toujours pas arrivés à Boulkessi, à la frontière avec le Burkina Faso, où se trouve un détachement malien de la force conjointe du G5 Sahel. Déjà maintes fois attaqués, leur position a de nouveau été prise pour cible aux alentours de 4 heures du matin. Selon des témoignages, les assaillants ont emporté beaucoup de matériel, des pick-up, des armes, des munitions, et ils ont brûlé le camp avant de repartir. L'armée malienne a envoyé ses hélicoptères pour survoler la zone et a même mené quelques frappes dans la ville. Un peu plus tôt, vers 1 heure du matin, c'est le camp de la garde nationale de Mondoro qui a été attaqué. Selon le ministère malien de la Défense, les militaires auraient là abandonné leur poste. Ces nouvelles attaques qualifiées de terroristes par les autorités maliennes ont lieu après une semaine meurtrière au Burkina Faso, de l'autre côté de la frontière, où d'ailleurs plusieurs positions militaires ont été évacuées depuis l'attaque de Koutougou à la mi-août, où 24 soldats burkinabés avaient été tués. De quoi rendre Mondoro et Boulkessi encore plus vulnérables. Car même si la force française Barkhane s'est rapprochée depuis le printemps dernier en s'installant à Gossier à 150 km de là, cette zone est un carrefour pour plusieurs groupes terroristes, notamment le groupe État islamique dans le Grand Sahara, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda ou encore Ansarul Islam. À Bamako, Christelle Pire pour Média. Et la menace terroriste grandissante, c'est un problème que connaît malheureusement trop bien le voisin burkinabé. Et c'est pourtant dans ce contexte qu'a lieu aujourd'hui la rentrée des classes, une reprise incertaine et à haut risque pour les enseignants et les élèves du nord et de l'est du pays où les attaques terroristes se sont multipliées. Menaces, assassinats ciblés, écoles et matériels pédagogiques brûlés. Après les forces de défense, les établissements scolaires et les éducateurs sont les plus touchés par les groupes armés terroristes au nord et à l'est du pays. Au total, plus de 2000 écoles ont déjà dû fermer leurs portes. Sophie Douce à Ouagadougou. La menace est proche. Chaque jour, lorsque cet intendant part travailler au lycée de Djibo, au nord du pays, il le sait, il risque sa vie. On vit la peur au ventre d'être enlevé, d'être touché physiquement par ces phénomènes. On se casse depuis qu'on est enseignant. Il y a un certain âge là, les enfants ne peuvent pas dormir seuls tellement ils ont été touchés moralement. Nous-mêmes, parfois, on a du mal de dormir puisqu'il y a souvent la nuit des tirs. Chacun se grippe dans sa natte ou dans son lit, sans bruit, potable, éteint, lumière éteinte. À partir d'une certaine heure, vraiment, on se prive de tout. En mars, 2 collègues ont été enlevés et assassinés dans la commune. Alors, beaucoup préfèrent fuir, les écoles ferment. Résultat, de nombreux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Un cercle vicieux pour Souleymane Badiel de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation. Si il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'ouverture au monde, il n'y a pas véritablement de perspective en termes d'emploi pour un grand nombre de ces enfants. Et si effectivement ces écoles sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a véritablement plus de présence de l'État. Le plus grand terreau que le terrorisme exploite, c'est celui de l'ignorance. Ça constitue un grand terreau pour le recrutement. Côté gouvernement, ne cache pas non plus son inquiétude. Un plan d'urgence a été adopté en février pour sécuriser les écoles et réaffecter les enfants déscolarisés. Mais depuis, les violences se sont encore aggravées, ralentissant un peu plus la mise en place de ces mesures. Sophie Douce, à Ouagadougou pour Média. Au Cameroun maintenant, le grand dialogue national voulu par le président s'est ouvert hier et se poursuit aujourd'hui. Un seul sujet sur la table, le conflit séparatiste sanglant dans les régions anglophones du pays. Mais les leaders sécessionnistes refusent de participer, laissant planer le doute sur l'issue de ces discussions. Hier d'ailleurs, un gendarme a été tué à Badjanmin dans l'ouest du pays. Il a péri dans une attaque menée justement par les miliciens séparatistes. C'est le sujet dont tout le monde parle dans les rues de Dakar. La remise en liberté de Khalifa Sall dimanche soir. L'ancien maire de la capitale a bénéficié d'une grâce présidentielle au Sénégal après plus de 2 ans derrière les barreaux, condamné pour une série de malversations financières. Cette grâce de Macky Sall intervient quelques jours seulement après une autre image forte, celle de la rencontre de réconciliation entre le chef de l'État et son prédécesseur et grand rival Abdoulaye Wade. Mais pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, le président n'avait surtout pas le choix tant la colère gronde dans le pays. La situation était assez tendue dans le pays. Le président a été dans une situation extrêmement difficile avec les manifestations autour des contrats pétroliers et gazés et plusieurs manifestations dans le pays.
La situation était également tendue. Sur le plan économique, on a commencé à observer une montée des prix des denrées de première nécessité. Tout cela fait que, évidemment, elle avait intérêt à faire baisser la tension. La tension était trop grande. Il y avait énormément de mécontentement dans le pays. Et donc, il avait intérêt à faire baisser la tension dans le pays. Je crois que c'est cela qu'elle a fait. Il était clairement dans des situations assez difficiles. Les propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. Une commission électorale indépendante qui est inféodée, c'est le terme utilisé hier par la CDRP, plateforme de l'opposition ivoirienne, qui rejette la nouvelle instance après l'élection de son président. Il s'agit du magistrat Coulibaly Kouigbierté Ibrahimé, un choix qui ne convient pas à l'opposition, qui n'exclut pas d'ailleurs des mobilisations et appelle les citoyens ivoiriens à se tenir prêts. De nombreux experts africains et européens réunis depuis hier à Abidjan pour la 4e édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Au programme, de nombreuses tables rondes pour parler notamment de l'impact que l'intelligence économique, mais aussi numérique et artificielle peuvent avoir sur la société ainsi que sur les entreprises. Du sport à présent avec cette nouvelle affaire dont se serait bien passée la Confédération africaine de football. Dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, les Sénégalais de Génération Foot devaient affronter le Zamalek au Caire. Ils étaient d'ailleurs sur place samedi pour le match prêt à jouer. Sauf que la rencontre a finalement été reprogrammée à dimanche, cette fois à Alexandrie. Les Sénégalais ont finalement décidé de quitter l'Égypte sans jouer le match. Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, revient pour nous sur cette nouvelle affaire. On prend les mêmes et on recommence à la CAF. C'est jamais terminé. Vous croyez qu'à un moment ça va se terminer, tout va bien se passer, mais non, ils sont capables de tout, ils sont capables de choses totalement inattendues. Alors là, je crois je dis pas qu'on bat des records, parce que déjà la finale, la manière dont elle s'est terminée, ça battait des records. Mais là, on se retrouve encore une situation très différente, c'est-à-dire que le Zamalek avait décidé de changer le jour de son match et le lieu de son match, qui devait se dérouler normalement au Caire et qui s'est déroulé à Alexandrie. Et Génération Foot, les Sénégalais, sont arrivés là-bas et l'ont su qu'au dernier moment. J'ai lu les lettres, les échanges à la fois entre Génération Foot et la CAF, mais on est dans l'absurde le plus total. Parce qu'en fait, il y a un règlement à la CAF qui stipule qu'il faut déjà donner 14 jours aux équipes pour savoir s'il y a un changement de lieu. Et une autre chose, ça doit être dit par la commission interclub, ce qui n'a pas été du tout le cas sur ce coup-ci, puisque ça a simplement été envoyé par Anthony Bafo, secrétaire général de la CAF. Donc, du n'importe quoi. Et vous avez une équipe qui est venue dans un stade le samedi, une autre équipe qui est venue dans un stade le dimanche, dans deux villes différentes. Évidemment, il y a peu de chances qu'ils se rencontrent. Donc, le match a été purement et simplement annulé. On nage en plein délire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est totalement inadmissible. Il y a des règlements, il faut appliquer ses propres règlements, sinon on ne s'en sortira jamais. Et en ce moment, force est de constater qu'on s'en sort pas complètement. Hervé Penaud, voilà l'affaire à suivre, et ce pourrait être le cas devant le tribunal arbitral du sport. On continue à parler de l'actualité sur notre continent et on regarde maintenant ce qui occupe les grands titres des quotidiens africains. Une revue de presse signée Fatou Cissé. Bonjour, bienvenue dans votre revue de l'actualité africaine de ce jour. Commençons par le site belge Afrique la Libre qui nous apprend que le Conseil des droits de l'homme a prolongé d'1 an deux commissions d'enquête internationale indépendantes sur le Burundi et la Syrie. Cette décision a été prise au terme de 3 semaines de travaux de l'instance onusienne à son siège de Genève. D'après le journal en ligne, l'enquête sur le Burundi avait récemment dénoncé des violations dans tout le pays dans le contexte préélectoral avant la présidentielle prévue en 2020 dans ce petit pays d'Afrique centrale qui est en crise depuis 4 ans et demi. Les principales cibles étaient les partisans de l'opposition réelle et supposée et les défenseurs des droits de l'homme selon la commission d'enquête internationale indépendante sur le Burundi reprise par nos confrères. Le gouvernement de l'État de Katsina au nord du Niger procède à des plans pour négocier la libération de 20 de ces natifs qui ont été kidnappés et vendus au Burkina Faso comme esclaves à la suite de leur enlèvement par des bandits. L'information est à lire sur afriquepanorama.com. Selon les sources d'information, les victimes auraient été vendues à un trafiquant en République du Bénin qui les a revendus à un autre acheteur au Burkina Faso. À l'instar de plusieurs autres États dans la zone géopolitique du Nord-Ouest, Katsina est confronté à des défis de sécurité occasionnés par des activités de bandits, kidnappeurs et voleurs de bétail, d'après le site d'information panafricain.
Direction la République démocratique du Congo, la communauté Allure en Ituri a demandé au gouvernement congolais de procéder au désarmement volontaire ou forcé des assaillants du groupe armé Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Elle recommande aussi la poursuite judiciaire des auteurs des crimes commis contre ses membres. L'information est relayée par Radio Okapi. Selon le site d'information, ces résolutions ont été prises à l'issue d'une récente conférence intra-communautaire du peuple Allure dans le but d'explorer des pistes pour la pacification de la province de l'Ituri. On termine par Presse Afrique qui titre à sa une que le président gambien Adama Barrow tente d'éteindre la contestation sur la durée de son mandat. En effet, lors de son élection en décembre 2016, le président Adama Barrow avait convenu de se retirer au bout de 3 ans. C'était l'accord conclu avec la coalition qui l'a porté au pouvoir. Cependant, notent nos confrères, Adama Barrow tente de montrer qu'il est soutenu pour justifier la continuation de sa présidence. Le journal en ligne explique cette détermination du président gambien par son discours en avril dernier dans lequel il a indiqué, je cite, « Seul Dieu peut me retirer du pouvoir ». Par ses propos, Adama Barrow a montré qu'il était bien décidé à rester en poste jusqu'en 2021, précise le site d'information Presse Afrique. Voilà, c'est tout pour cette revue de l'actualité africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Médin TV Afrique. Allez, on fait maintenant un point sur les grands titres de l'actualité internationale. 80 minutes de défilé militaire, des feux d'artifice, mais aussi la projection de films patriotiques. Les autorités chinoises ont vu les choses en grand pour célébrer ce mardi les 70 ans de la République populaire. Rien ne peut ébranler la nation chinoise, a proclamé le président. Au Maroc, le bilan continue à s'alourdir après le naufrage d'une embarcation au large de Mohamedia. C'était samedi, 5 nouveaux corps ont été retrouvés hier. Le bilan s'alourdit donc à 12 morts. Et puis une grande voix de l'opéra s'est éteinte hier, celle de la cantatrice américaine Jessie Norman à l'âge de 74 ans, une carrière immense qui l'a menée à travers les plus grandes salles d'Europe, particulièrement reconnues pour ses interprétations de Wagner. Ah voilà, maintenant c'est l'heure du journal de l'économie, il vous est présenté par Zidnem Messari. Heureuse de vous retrouver tout de suite, le journal de l'économie. Les indicateurs financiers consolidés de BMCE Bank of Africa sont au vert au premier semestre 2019. Le résultat net part du groupe est en hausse de 4% par rapport à la même période une année auparavant. D'ici un mois maximum, la banque démarrera la cité Mohamed VI Tanger Tech, une cité industrielle moderne et connectée, inédite au Maroc et en Afrique. Le groupe a également annoncé à l'occasion de la présentation de ces chiffres le report du changement du nom de la BMCE Bank of Africa qui était prévu pour le mois de septembre. On reste toujours dans le secteur bancaire au Maroc. La BMCI vient de créer une nouvelle filiale détenue à hauteur de 51% par la BMCI et 49% par BNP Paribas. Digifi sera spécialisée dans le paiement et entrera en activité durant le 4e trimestre 2019, mais la date n'a pas encore été communiquée par le management de la banque. La croissance économique nationale a légèrement reculé au 2e trimestre 2019, se situant à 2,5% contre 2,6% une année auparavant. Une croissance tirée essentiellement par la consommation finale et l'investissement dans le contexte d'une baisse d'inflation et du besoin de financement de l'économie nationale en amélioration. En Algérie, la compagnie pétrolière nationale Sonatrach a décidé pour le mois d'octobre prochain d'augmenter le prix de vente de son baril de pétrole Sahara Blend. Le pays produit environ 1 million de barils par jour et ce changement devrait ainsi permettre à Sonatrach d'engranger $850 000 de plus chaque jour.
Le calvaire continue pour la compagnie aérienne française XL Airways. Placée en redressement judiciaire la semaine dernière, la compagnie a interrompu ses vols à partir de ce lundi à 15h. XL Airways espère toutefois que ces déboires ainsi que ceux des glasures susciteront une mobilisation de la part des acteurs français pour répondre à une concurrence débridée dans un pavillon consolidé et résistant. Le taux de chômage a corrigé des variations saisonnières. Il s'est établi à 7,4% dans la zone euro en août, en baisse de 0,1 point sur un mois et 0,6 points sur un an. Le consensus tablait sur une stabilité à 7,5%. Eurostat estime qu'en août, 15 432 000 hommes et femmes étaient au chômage dans l'Union européenne, dont 12 169 000 en zone euro. Le cours du palladium a franchi ce lundi pour la première fois de son histoire les $1 700 l'once. Utilisé pour fabriquer les pots catalytiques des voitures essence, le palladium vaut désormais plus cher que l'or. En l'espace d'un an, le cours du palladium, qui est sans doute le moins connu des métaux précieux, a grimpé de plus de 40% et de près de 200% en 3 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'économie. Excellente suite des programmes sur votre chaîne d'information Médien TV. Allez, on reparle de sport maintenant avec du football. Ce mardi, le Real Madrid reçoit le FC Bruges dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Les Espagnols doivent se ressaisir après une entrée en lice ratée face au PSG. L'entraîneur Zinedine Zidane s'exprimait hier à la veille de la rencontre, revenant notamment sur le profil de Karim Benzema. C'est vrai que c'est une compétition très spéciale pour tout le monde. On sait l'histoire quand on regarde, en fait, quand on est à l'intérieur de ce club. Voilà, c'est le club qui a le plus de Champions League dans toute l'histoire. Le joueur qu'il est, je ne vais pas dire grand chose. En fait, je vais pas être original en parlant du joueur Karim, le joueur qu'il est. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que, et ce que je trouve chez lui, c'est qu'il est un peu apaisé. C'est-à-dire que le joueur, on le connaît. Maintenant, il est différent de ce côté-là. C'est-à-dire, je vois quelqu'un de plus responsable, de plus apaisé, et ça fait toute la différence. Vraiment, ça fait toute la différence aux yeux de tout le monde aussi, des autres, et il faut profiter de ça. Et j'aimerais revenir sur ce qui a changé depuis la défaite à Paris. On a vu que vous n'avez pas encaissé un but en 3 matchs, que défensivement les boulons étaient serrés. Est-ce que c'est le genre de défaite à Paris qui a permis de réveiller tout le monde et peut-être de lancer la saison? Est-ce que ça a piqué l'orgueil de votre effectif? Est-ce que vous avez le sentiment que ça y est, le Real est lancé grâce à cette défaite? Oui, de toute façon, c'est sûr que cette défaite nous a fait du mal, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. La réalité, c'est qu'on est 4e aujourd'hui quand on va commencer notre match demain. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'on a fait 3 matchs depuis, on a été bons. On a été très bon défensivement, on fait des choses bien, on peut toujours s'améliorer et c'est ce que j'ai envie de dire toujours à mes joueurs de toute façon. Chaque match est différent, chaque match a son histoire. Et celui de demain, pour nous, c'est le plus important. Il nous en reste 2 avant le prochain ballon. Et là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut le profiter. C'est-à-dire que demain, c'est vraiment très important de gagner notre match, de faire tout en tous les cas pour gagner. Voilà, Real Madrid FC Bruges, le coup d'envoi c'est cet après-midi 16h55 en temps universel. On passe maintenant à l'invité de la rédaction et on prend un peu de hauteur ce matin. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction sur Médien TV Afrique. Nous recevons aujourd'hui 2 personnes, un duo inséparable, les pilotes et amis Biram Koulibaly et Maodo Ndiaye. Ils ont effectué un exploit cet été en ralliant Saint-Louis du Sénégal à Logne, en banlieue parisienne, à bord d'un petit avion de 4 places. Bonjour Biram et Maodo. Bonjour Aminata. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Alors, l'aéropostale de Jean Mermoz dans le sens inverse, Biram, pourquoi avoir décidé de relever ce défi? Comment ce défi vous est-il venu? Alors, tout d'abord, c'était au début une discussion entre Maodo et moi.
On voyait beaucoup de pilotes venir de l'étranger, des États-Unis, d'Europe, se poser à l'aéroclub Ibagay de Dakar. Et on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que nous-mêmes on ne pourrait pas entreprendre ce voyage dans le sens inverse, avec un avion immatriculé au Sénégal et avec des pilotes et un prix à piloter ici au Sénégal en fait. Donc l'idée nous est venue tout simplement en discutant. Et on s'est dit, c'est pas commun de voir deux Sénégalais aller parcourir le monde dans un petit avion. Et on s'est dit, pourquoi pas se lancer dans cette folle aventure. Voilà comment tout est parti en fait d'une simple discussion entre Maodo et moi à l'aéroclub. Alors, pour allier la France depuis le Sénégal, vous avez parcouru 10 000 km et survolé le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Tout cela sans pilotage automatique. Maodo, vous exercez comme pilote en ligne. Quelle est la différence entre piloter en avion commercial et en petit monomoteur? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette expérience? Ça a été une expérience inoubliable. Comme vous l'avez bien dit, il y a une petite différence qui existe entre le métier de pilote de ligne et pilote privé. Mais on est tous passés par là. C'est la base. Donc piloter sans pilotage automatique, c'est la base de tout début pour quelqu'un qui est dans l'aviation. Donc pour ce qu'on a fait, Biram et moi, en tant que pilote privé, on a traversé 10 000 km, incluant le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la France tout entière. Et bon, on était là tous les deux, juste nous deux, il n'y avait personne. On était les mécanos, on était les bagagistes, donc toute cette chaîne, c'était vraiment juste entre nous deux. Alors, Biram, quel souvenir vous gardez de votre arrivée à Paris? Un très beau souvenir, honnêtement, rempli d'émotions. Je pense que ce dernier trajet, c'est moi qui l'ai fait entre Châteauroux et Logne, donc c'était moi qui étais aux commandes. J'ai eu la lourde charge de poser cet avion sur la courte piste de Logne qui fait que 700 mètres. Et quand on a roulé pour aller au parking et qu'on a vu toutes ces personnes avec le drapeau du Sénégal sur un aéroport français nous attendre et nous féliciter, j'avais les pieds qui tremblaient. Moi, je l'ai même dit à Mardo, je lui ai dit j'ai les pieds qui tremblent et c'était vraiment rempli de fierté en fait de voir notre drapeau sur un aéroport en France. Après, voir nos familles, voir nos amis, voir beaucoup de gens qu'on ne connaît pas du tout, qui ont fait le déplacement, qui ont laissé leur activité pour venir nous encourager. C'était vraiment quelque chose qui nous a rempli d'émotions en fait, Mardo et moi. Et on n'a pas les mots aujourd'hui même pour dire merci à tous ces gens qui nous ont suivis et qui nous suivent jusqu'à présent dans ce qu'on est en train de faire. Alors, Maodo, il faut bien s'entendre pour relever un tel défi. J'ai été une des premières personnes à l'accueillir. Et donc, jusqu'à ce jour, il est resté mon grand frère. Et aussi, bon, je l'ai beaucoup aidé. Il m'appelle toujours pour me dire que je suis son mentor et que je l'ai beaucoup conseillé pendant sa formation au sein de l'aéroclub. Et donc, c'est cet échange qu'on a. Donc, et depuis, bon, voilà, on n'a pas vraiment eu de problème pendant ce voyage. On s'entend super bien. C'est vraiment un binôme. On est tous les deux bien. On a partagé plus de 60 heures dans un petit avion. Donc, c'est juste pour dire que la relation qui nous lie tous les deux est très forte. Donc un lien très fort vous unit. Et maintenant que vous avez relevé ce premier défi, avez-vous envie d'en relever d'autres? Oui, on a déjà envie de repartir. Je pense que quand on est arrivé, on n'avait que cette idée de faire l'Europe. Et puis dans l'avion, de nouvelles idées sont nées en fait, on va dire. Là, on a envie d'aller se lancer dans un tour d'Afrique. Et d'ici 2 ans, de retourner aux États-Unis, puisque les avions de l'aéroclub ont été achetés aux États-Unis. Donc notre souhait, c'est de ramener, on va dire, ce bel avion là où il a été acheté. Mais entre-temps, on a aussi envie de partager notre expérience avec la jeunesse de notre pays, de véhiculer le message, ce message fort en fait qu'on a essayé de transmettre pendant tout notre voyage, c'est de dire qu'en tant que Sénégalais et en tant qu'Africain, on peut réaliser de grandes choses quand on se donne les moyens. Donc on a envie d'aller vers les jeunes, d'aller vers les écoles pour leur raconter un peu ce qu'on a fait, comment on l'a fait, et également rendre un peu de toute cette générosité qu'on a reçue, et de la rendre aujourd'hui à notre communauté, en fait, à la communauté sénégalaise.
et ça va commencer dès le mois d'octobre avec une distribution de fournitures scolaires pour aller aider un peu les écoles, on va dire, qui sont dans des difficultés, parce que c'est notre réalité quand même de notre pays. Justement, j'allais l'évoquer, parmi vos projets, c'est la rentrée scolaire et vous prenez le chemin des classes par les airs pour raconter non seulement votre expérience, mais également vous offrez des fournitures scolaires aux élèves pour soutenir un peu les parents. Oui, en fait, on avait envie de rendre un peu, comme j'ai dit tout de suite, de toute la générosité qu'on a reçue des gens. Et c'était important pour nous, Mardo et moi, on a toujours beaucoup parlé de ça. On voulait trouver un but. Avec notre avion, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller partout. Mais on est parti en Europe, on est revenu, donc on a envie de sillonner le Sénégal aujourd'hui et d'aller aider les familles qui ont le plus besoin. Aujourd'hui, la base de tout ça, c'est quand même l'école. Pour arriver là, on est arrivé, Mardo et moi, on a été obligé de passer par l'école et c'est l'école qui nous a formés jusqu'à qu'on en arrive là. Donc on a envie de donner la chance aujourd'hui à d'autres jeunes de pouvoir arriver à atteindre leurs rêves et il n'y a que l'école qui peut les aider pour ça. Alors vous êtes un pur produit sénégalais, qu'est-ce qui motive vos actes? C'était surtout de montrer qu'en tant que jeune Sénégalais, on était capable de faire des choses. Et bon, on voyait tout le temps, c'était les Européens qui venaient ici, comme le Red Latte Coer, le Toulouse Saint-Louis qui venaient pour montrer leur savoir-faire, leur pilotage et tout. Donc on s'est dit pourquoi pas 2 jeunes Sénégalais à bord d'un avion immatriculé au Sénégal, entretenus au Sénégal. Nous aussi on a été formés au Sénégal et de montrer à travers tous les pays qu'on a traversés, de montrer ce savoir-faire sénégalais. Et comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que vous avez eu à raconter votre expérience à certains jeunes Sénégalais. Quelle a été leur réaction? Bon, on n'a pas encore commencé on a prévu de faire le tour des écoles, surtout les lycées, pour les convaincre un peu plus de s'intéresser au métier de l'aéronautique. Pas forcément le métier de pilote, mais dans tout le secteur aéronautique parce que le Sénégal en a besoin. Donc Biram et moi, nous allons commencer bientôt, après la rentrée scolaire, après la distribution de ces fournitures dans les régions de Saint-Louis et de Ziguinchor, nous allons faire le tour de certains lycées, des grands lycées à Dakar, pour parler beaucoup plus aux jeunes de notre expérience et de les pousser à s'intéresser beaucoup plus au métier de l'aviation. Alors Biram, vous avez certainement eu des retours par rapport à cette expérience que vous avez vécue. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à ces réactions? Je pense que les plus belles réactions qu'on ait eues, c'est sur Instagram ou sur Facebook, c'est les messages qu'on reçoit, les réseaux sociaux, les messages qu'on reçoit de certains parents même des fois, ou de jeunes qui nous écrivent en disant que vous êtes une source d'inspiration pour nous et à travers votre histoire et à travers ce que vous faites, vous me donnez le courage de continuer, que ce soit dans les études ou alors de persévérer pour aller atteindre un objectif, ou des parents qui nous disent merci d'avoir véhiculé ce message parce que leurs enfants nous suivent et aujourd'hui s'identifient à nous. Donc quelque part on devient des influenceurs, on va dire, on est porteur d'un message et c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui continuer et aller le plus loin possible dans ce message et continuer à pouvoir aider et aller le plus loin possible également en Afrique parce que ce message il est peut-être pour le Sénégalais parce qu'on est Sénégalais mais c'est le même qu'on aimerait véhiculer dans toute l'Afrique aujourd'hui en fait. Donc espérons que ce message passera. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Aminata de nous avoir invités sur ce plateau. Et voilà, c'est tout pour cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique. On jette un coup d'œil aux prévisions météo sur notre continent. Au Maroc, ce matin comme cet après-midi, c'est majoritairement le soleil qui domine, même s'il faudra composer avec quelques passages nuageux sur le nord de l'Oriental, mais aussi sur le littoral, entre Tanger et Casablanca, ainsi qu'au sud de la ligne Figuig-Agadir. Côté Mercure, comptez 24 degrés sous les nuages de Rabat, 25 à Tanger. On attend 31 du côté des Saouira, 2 degrés de plus, 33 à Fès, 36 à Erachidia et Agadir et 39 degrés pour Marrakech. En Algérie, le ciel alternera entre nuages et soleil sur le quart nord du pays. Ailleurs, ce sera plus dégagé. Le constat sera le même d'ailleurs cet après-midi. Dans la capitale Alger, le mercure affiche 28 degrés, 30 à Béjaïa et 32 à Oran. Il fera 36 degrés à Chlef, 37 à Rardaya et la maximale 42. Ce sera une fois de plus pour la ville d'Adrar. En Tunisie, les nuages n'auront que peu le droit au chapitre ce mardi et c'est le soleil qui domine ce matin comme cet après-midi dans l'ensemble du pays. 28 degrés au compteur à Bizerte et Monastir, 29 à Tabarka. On attend 31 à Kasserine et Gabès, 32 à Gafsa, 33 à Médénine et 35 degrés à Tozeur. Ce sera la maximale. Le journal de l'actualité en Afrique, c'est tout de suite sur Média.
Et le nord du Mali à nouveau frappé par le terrorisme. Ce sont cette fois 2 camps de l'armée qui ont été pris pour cible hier matin. Le bilan est très incertain pour l'instant, mais les sources sécuritaires évoquent la mort d'au moins 2 civils. Le bilan matériel, lui aussi, est lourd. Au Burkina aussi, les attaques terroristes sont de plus en plus récurrentes. Pas de quoi rassurer élèves et professeurs qui justement effectuent leur rentrée des classes ce mardi. Le contexte sécuritaire dans le pays entraîne de très nombreuses fermetures d'écoles. Au Sénégal, Khalifa Sall a passé la journée avec ses proches hier, quelques heures seulement après la grâce présidentielle dont il a bénéficié. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il finalement, contre toute attente, laissé sortir de prison l'ancien maire de Dakar? Nous poserons la question à un membre d'Amnesty International Sénégal. Et puis du sport en fin d'édition avec la colère des Sénégalais de Génération Foot. Samedi, ils étaient présents au Caire pour jouer leur match dans le cadre de la Ligue des Champions Afrique. Un match finalement reporté à la dernière minute au lendemain et dans une autre ville, la CAF se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques. Au moins 2 civils tués et 3 autres blessés dans le nord du Mali à la frontière avec le Burkina Faso. Bilan encore très provisoire de ces 2 attaques successives qui ont eu lieu dans 2 camps de l'armée malienne tôt hier matin. Les forces armées maliennes parlent d'attaques terroristes mais aucune revendication pour l'instant. On fait le point sur ce que l'on sait depuis Bamako avec Christelle Pire. Ce lundi soir, les renforts n'étaient toujours pas arrivés à Boulkessi, à la frontière avec le Burkina Faso, où se trouve un détachement malien de la force conjointe du G5 Sahel. Déjà maintes fois attaqués, leur position a de nouveau été prise pour cible aux alentours de 4h du matin. Selon des témoignages, les assaillants ont emporté beaucoup de matériel, des pick-up, des armes, des munitions, et ils ont brûlé le camp avant de repartir. L'armée malienne a envoyé ses hélicoptères pour survoler la zone et a même mené quelques frappes dans la ville. Un peu plus tôt, vers 1h du matin, c'est le camp de la garde nationale de Mondoro qui a été attaqué. Selon le ministère malien de la Défense, les militaires auraient là abandonné leur poste. Ces nouvelles attaques qualifiées de terroristes par les autorités maliennes ont lieu après une semaine meurtrière au Burkina Faso, de l'autre côté de la frontière, où d'ailleurs plusieurs positions militaires ont été évacuées depuis l'attaque de Koutougou à la mi-août, où 24 soldats burkinabés avaient été tués. De quoi rendre Mondoro et Boulkessi encore plus vulnérables. Car même si la force française Barkhane s'est rapprochée depuis le printemps dernier en s'installant à Gossier à 150 km de là, cette zone est un carrefour pour plusieurs groupes terroristes, notamment le groupe État islamique dans le Grand Sahara, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda ou encore Ansarul Islam. À Bamako, Christelle Pire pour Média. Et la menace terroriste grandissante, c'est un problème que connaît malheureusement trop bien le voisin burkinabé. Et c'est pourtant dans ce contexte qu'a lieu aujourd'hui la rentrée des classes, une reprise incertaine et à haut risque pour les enseignants et les élèves du nord et de l'est du pays où les attaques terroristes se sont multipliées. Menaces, assassinats ciblés, écoles et matériels pédagogiques brûlés. Après les forces de défense, les établissements scolaires et les éducateurs sont les plus touchés par les groupes armés terroristes au nord et à l'est du pays. Au total, plus de 2000 écoles ont déjà dû fermer leurs portes. Sophie Douce à Ouagadougou. La menace est proche. Chaque jour, lorsque cet intendant part travailler au lycée de Dubo, au nord du pays, il le sait, il risque sa vie. On vit la peur au ventre d'être enlevé, d'être touché physiquement par ces phénomènes. On se casse depuis qu'on est enseignant. Il y a un certain âge là, les enfants ne peuvent pas dormir seuls tellement ils ont été touchés moralement. Nous-mêmes, parfois, on a du mal de dormir puisqu'il y a souvent la nuit des tirs. Chacun se grippe dans sa natte ou dans son lit, sans bruit, potable, éteint, lumière éteinte. À partir d'une certaine heure, vraiment, on se prive de tout. En mars, 2 collègues ont été enlevés et assassinés dans la commune. Alors, beaucoup préfèrent fuir, les écoles ferment. Résultat, de nombreux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Un cercle vicieux pour Souleymane Badiel de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation. Si il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'ouverture au monde. Il n'y a pas véritablement de perspectives en termes d'emploi pour un grand nombre de ces enfants. Et si effectivement ces écoles sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a véritablement plus de présence de l'État. Le plus grand terreau que le terrorisme exploite, c'est celui de l'ignorance. Ça constitue un grand terreau pour le recrutement. Côté gouvernement, ne cache pas non plus son inquiétude. Un plan d'urgence a été adopté en février pour sécuriser les écoles et réaffecter les enfants déscolarisés. Mais depuis, les violences se sont encore aggravées, ralentissant un peu plus la mise en place de ces mesures.
Sophie Douce, à Ouagadougou pour Média. Au Cameroun maintenant, le grand dialogue national voulu par le président s'est ouvert hier et se poursuit aujourd'hui. Un seul sujet sur la table, le conflit séparatiste sanglant dans les régions anglophones du pays. Mais les leaders sécessionnistes refusent de participer, laissant planer le doute sur l'issue de ces discussions. Hier d'ailleurs, un gendarme a été tué à Badjanmin dans l'ouest du pays. Il a péri dans une attaque menée justement par les miliciens séparatistes. C'est le sujet dont tout le monde parle dans les rues de Dakar. La remise en liberté de Khalifa Sall dimanche soir. L'ancien maire de la capitale a bénéficié d'une grâce présidentielle au Sénégal après plus de 2 ans derrière les barreaux, condamné pour une série de malversations financières. Cette grâce de Macky Sall intervient quelques jours seulement après une autre image forte, celle de la rencontre de réconciliation entre le chef de l'État et son prédécesseur et grand rival Abdoulaye Wade. Mais pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, eh bien le président n'avait surtout pas le choix tant la colère gronde dans le pays. La situation était assez tendue dans le pays. Le président a été dans une situation extrêmement difficile avec les manifestations autour des contrats pétroliers et gazés et plusieurs manifestations dans le pays. La situation était également tendue. Sur le plan économique, on a commencé à observer une montée des prix des denrées de première nécessité. Tout cela fait que, évidemment, il avait intérêt à faire baisser la tension. La tension était trop grande. Il y avait énormément de mécontentement dans le pays. Et donc, il avait intérêt à faire baisser la tension dans le pays. Je crois que c'est cela qu'il a fait. Il était clairement dans des situations assez difficiles. Les propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. Une commission électorale indépendante qui est inféodée, c'est le terme utilisé hier par la CDRP, plateforme de l'opposition ivoirienne, qui rejette la nouvelle instance après l'élection de son président. Il s'agit du magistrat Coulibaly Kouit-Biarté Ibrahimé. Un choix qui ne convient pas à l'opposition, qui n'exclut pas d'ailleurs des mobilisations et appelle les citoyens ivoiriens à se tenir prêts. De nombreux experts africains et européens réunis depuis hier à Abidjan pour la 4e édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Au programme, de nombreuses tables rondes pour parler notamment de l'impact que l'intelligence économique, mais aussi numérique et artificielle, peuvent avoir sur la société ainsi que sur les entreprises. Du sport à présent avec cette nouvelle affaire dont se serait bien passée la Confédération africaine de football. Dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, les Sénégalais de Génération Foot devaient affronter le Zamalek au Caire. Ils étaient d'ailleurs sur place samedi pour le match prêt à jouer. Sauf que la rencontre a finalement été reprogrammée à dimanche, cette fois à Alexandrie. Les Sénégalais ont finalement décidé de quitter l'Égypte sans jouer le match. Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, revient pour nous sur cette nouvelle affaire. On prend les mêmes et on recommence à la CAF. C'est jamais terminé. Vous croyez qu'à un moment ça va se terminer, tout va bien se passer, mais non, ils sont capables de tout, ils sont capables de choses totalement inattendues. Alors là, je crois je dis pas qu'on bat des records, parce que déjà la finale, la manière dont elle s'est terminée, ça battait des records. Mais là, on se retrouve encore une situation très différente, c'est-à-dire que le Zamalek avait décidé de changer le jour de son match et le lieu de son match, qui devait se dérouler normalement au Caire et qui s'est déroulé à Alexandrie. Et Génération Foot, les Sénégalais sont arrivés là-bas et l'ont su qu'au dernier moment. J'ai lu les lettres, les échanges à la fois entre Génération Foot et la CAF, mais on est dans l'absurde le plus total. Parce qu'en fait, il y a un règlement à la CAF qui stipule qu'il faut déjà donner 14 jours aux équipes pour savoir s'il y a un changement de lieu. Et une autre chose, ça doit être dit par la commission interclub, ce qui n'a pas été du tout le cas sur ce coup-ci, puisque ça a simplement été envoyé par Anthony Bafo, secrétaire général de la CAF. Donc, du n'importe quoi. Et vous avez une équipe donc, qui est venue dans un stade le samedi, une autre équipe qui est venue dans un stade le dimanche, dans 2 villes différentes. Évidemment, il y a peu de chances qu'ils se rencontrent. Donc, le match a été purement et simplement annulé. On nage en plein délire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est totalement inadmissible. Il y a des règlements, il faut appliquer ses propres règlements, sinon on ne s'en sortira jamais. Et en ce moment, force est de constater qu'on ne s'en sort pas complètement. La matinale continue avec la revue de presse internationale, c'est avec Mounira Larzal. Bonjour à tous et bienvenue dans votre fenêtre sur le monde, la revue de presse internationale. Commençons en Allemagne avec le procès historique de Volkswagen. Courrier international rapporte le scandale des moteurs diesel truqués. Ce scandale a donné suite aux plaintes de 470 000 clients. Le procès s'est ouvert ce lundi à Brunswick, dans le nord de l'Allemagne. Selon l'hebdomadaire français, les clients se sont sentis lésés car les moteurs diesel de leur véhicule avaient été truqués afin de falsifier le niveau
d'émissions de gaz polluants. Nous lisons que cette affaire, désormais appelée Dieselgate, est vieille de 4 ans. Elle a déjà coûté près de 30 milliards d'euros à l'industriel allemand et elle est loin d'être terminée. Le constructeur automobile estime que les clients n'ont pas subi de dommages puisque tous les véhicules sont sûrs et qu'ils peuvent circuler. De Basse-Saxe, dans le nord-ouest allemand, allons à l'ouest du pays. Un groupe de villageois vivant au bord de Garsweiler, l'une des plus grandes mines de charbon d'Allemagne, refuse de vendre ses terrains à la société énergétique RWE. Dans le Guardian, il est écrit que 12 villages abritant 7600 habitants sont menacés par l'expansion de RWE. Selon le quotidien britannique, la démolition des 4 premiers villages devrait commencer en 2023. Une colère de la même nature à Rouen, au nord de la France, une colère noire litant dans cette tribune publiée par Libération. Des centaines de milliers de personnes s'inquiètent de la qualité de l'air après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol mercredi dernier. Dans le quotidien français, les habitants de Rouen et les habitants des environs se plaignent de l'air malsain et voient leur jardin noirci malgré les communiqués des autorités déclarant que tout va bien. Ils demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique puisque les médecins ont déclaré des taux affolants de plomb et autres métaux lourds. À Rouen, plusieurs enseignants incommodés par les odeurs persistantes exercent leur droit de retrait dans 3 collèges, écrit Le Monde. Ces enseignants ont fait état d'élèves souffrant de maux de tête et de nausées. Ils ont donc estimé que la situation actuelle présente un danger grave et imminent. Ils estiment aussi que la préfecture n'a pas pris toutes les mesures. L'Express n'est pas plus réconfortant et se demande où ira le nuage noir sorti de l'usine chimique Lubrizol. Selon l'hebdomadaire français, ce nuage toxique a traversé la Belgique dès jeudi dernier et a également survolé les Pays-Bas. Avant d'y arriver, le nuage noir s'est dirigé vers le nord et le nord-est de la France, d'où les interdictions de collecte de lait, d'œufs et de miel prises en Normandie, mais aussi dans les Hauts-de-France. Le nuage mobile se disperse largement et il est de plus en plus dilué, de moins en moins intense, lit-on. Toujours avec les Verts, jetons un coup d'œil aux législatives autrichiennes avec le retour en force de Sebastian Kurz. Dans un scrutin marqué par la forte poussée des Verts, Sebastian Kurz retourne en force. Nous lisons dans le Figaro que le président sortant apparaît comme le grand gagnant des élections législatives et ceci au détriment de son allié d'hier, l'extrême droite FPÖ. Dans les faits, les résultats pourraient se traduire par une reconduction de la grande coalition avec les sociaux-démocrates qui a déjà gouverné l'Autriche un quasi demi-siècle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais s'il arrive en seconde position avec un peu plus de 22% des suffrages, le SPÖ perd près de 5 points en 18 mois. Bien qu'en opposition sur le thème de l'immigration, les Verts pourraient aussi rejoindre le Parti conservateur sur une plateforme commune. Ce serait alors une première dans l'histoire de l'Autriche. Les écologistes améliorent leur score de 10 points, cumulant près de 13% des suffrages et plus encore à Vienne. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. L'information continue sur Médian TV. Et c'est maintenant l'heure du quotidien des bourses présenté par Stéphane Soumaoro. Soyez les bienvenus, on fait le point à présent des principaux marchés boursiers sur le continent. Commençons à Nairobi au Kenya où l'indice NSX perd 1,82 points, soit une chute de 0,14% à 1256 points à la cloche finale. La bourse de Casablanca, elle connaît une bonne progression sur le marché ces derniers jours, une tendance haussière de l'indice Massy justifiée par de bonnes performances des secteurs sylviculture et papier, mais aussi de la distribution. L'indice Massy, indice global composé de toutes les valeurs de type action, gagne ici 0,27% à 11 561,68 points. Au titre des actions, la plus forte hausse est réalisée par La Belle Vie qui connaît une envolée de 9,88% et s'évalue à 2659 dirhams. Medpaper réalise aussi une bonne performance avec un gain de 8,42% à 25,50 dirhams à la clôture. Par contre, on enregistre la plus forte baisse du côté de Res Dar Saada qui perd 9,99% de sa valeur à la cloche finale. L'action est évaluée à 68,41.
À la bourse de Tunisie, l'indice Tunindex perd moins 37,46 points et termine à 7051,68 points, une chute de moins 0,53%. Une journée pleine de suspense au niveau des principaux titres financiers. Après une grosse descente en mi-journée, l'indice a repris des couleurs en fin d'après-midi. Les actions LSTR connaissent une hausse de 5,51% sur le marché tunisien à 1,34 dinars. Et du côté de la BRVM, les deux indices phares, le BRVM 10 et le BRVM Composite, affichent une tendance baissière, une variation à la baisse influencée par les résultats sensibles du secteur finance. Le BRVM 10 perd moins 0,52 points, soit moins 0,38% et s'évalue désormais à 136,03 points à la fermeture des marchés. L'indice BRVM Composite suit la tendance aussi avec une baisse de moins 0,31% à 142,40 points. L'action CIE Compagnie progresse de 7,14% et réalise la meilleure performance à 1275 francs CFA. Les actions de la CIE affichent une bonne stabilité depuis un bon moment, suivi de l'action Ecobank Côte d'Ivoire qui sort son épingle du jeu dans la tourmente des finances et affiche une remontée de 4,81% et est évaluée à 2725 francs CFA. Et je vous le disais, temps difficile pour le secteur finance, BOA Mali perd moins 7,17% de sa valeur à 1360 francs CFA, mais aussi l'action NCA qui perd moins 6,79% et s'évalue à 2885 francs CFA à la clôture des marchés. Et en Égypte, la bourse referme en hausse. À la cloche finale, l'indice EGX30 était évalué à 14 258 points, soit un bond de 401 points, une hausse de 2,89%, soutenue par le secteur hôtelier et loisirs, mais aussi celui des infrastructures et des constructions. Dans le petit lexique de la bourse, nous parlerons de ce mot que vous entendez à chaque seconde, l'action. C'est quoi une action en bourse? Il faut dire qu'en bourse, l'action est le produit phare. Une action correspond à une fraction du capital d'une société. Pour simplifier, en achetant une action, vous devenez propriétaire d'une partie de la société aux côtés d'autres propriétaires qu'on appelle actionnaires. La bourse est le lieu donc d'échange sur lequel vous pouvez vendre ou acheter des actions dont la valeur varie en fonction de la fameuse loi de l'offre et de la demande. Si votre action est très demandée, son prix augmentera et à l'inverse, il baissera. Le jeu des boursicoteurs est de saisir les meilleures opportunités de vente et d'achat pour tenter de réaliser de jolis profits. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour découvrir les indices qui portent l'économie de l'Afrique en pleine croissance. Grâce au quotidien des bourses, suivez l'actualité des marchés financiers africains en temps réel et investissez en toute sécurité. Et je vous propose de refaire un point sur les grands titres de l'actualité internationale. 80 minutes de défilé militaire, des feux d'artifice, mais aussi la projection de films patriotiques. Les autorités chinoises ont vu les choses en grand pour célébrer ce mardi les 70 ans de la République populaire. Rien ne peut ébranler la nation chinoise, a proclamé le président Xi Jinping. C'est bien ce qu'ont l'intention de faire. Pourtant, les Hongkongais, qui après 4 mois de mobilisation, comptent à nouveau protester aujourd'hui. En Tunisie, le second tour de la présidentielle sera fixé mercredi au plus tard. C'est ce qu'a assuré l'instance chargée des élections, l'ISI. Elle attend la publication officielle des suites données au recours des candidats malheureux du premier tour qui ont fait appel. Selon toute vraisemblance, ce second tour de scrutin devrait avoir lieu le 13. Il opposera, je le rappelle, Nabil Karoui à Kais Sayed. Et puis une grande voix de l'opéra s'est éteinte hier, celle de la cantatrice américaine Jessie Norman à l'âge de 74 ans. Une carrière immense qui l'a menée à travers les plus grandes salles d'Europe. Allez, on parle maintenant d'économie africaine. On retrouve le journal avec Stéphane Doubaoro. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Voyons ensemble l'actualité économique sur le continent africain. À travers l'indice Trade 20, la Standard Chartered Bank évalue les 20 économies les plus dynamiques du monde dans le secteur commercial. D'après l'institution, la Côte d'Ivoire est le marché qui a le plus rapidement amélioré son potentiel de croissance commerciale au cours de la dernière décennie. Dans les années 2020, le pays devrait voir son économie quasiment doubler, atteignant une croissance économique moyenne de plus de 7%, ce en raison des investissements dans les infrastructures et de l'augmentation
l'augmentation des dépenses publiques qui ont permis au pays de sortir de l'instabilité économique et de la crise politique au début des années 2010. Le rapport constate également que si les puissances commerciales comme la Chine et l'Inde continuent d'améliorer rapidement leur potentiel commercial, les économies africaines font des progrès particulièrement importants. Ainsi, dans le top 10 mondial, on retrouve un deuxième pays africain, le Kenya, qui occupe la 3e place. Le rapport note cependant que la Côte d'Ivoire doit améliorer l'entrée des investissements directs étrangers au sein de son économie. Et avant la grande messe prévue pour octobre prochain, la Banque mondiale vient de publier une liste restreinte de 20 économies mondiales ayant le plus amélioré leur environnement des affaires au cours des 12 derniers mois. Une liste qui sera réduite à 10 le 24 octobre prochain lors du lancement officiel du Doing Business 2020. 5 pays africains figurent dans cette shortlist: le Nigeria, le Togo, le Kenya, Djibouti et le Zimbabwe. Djibouti a adapté son code au commerce afin de faciliter l'accès au crédit, protéger davantage les actionnaires minoritaires et améliorer les procédures de recouvrement. Les autorités djiboutiennes ont également mis en place un système de transactions sécurisé et un registre unifié des sûretés. Après sa retentissante percée de 19 places en 2018, le Togo s'apprête à rééditer un exploit de rang. Les équipes de Doing Business saluent la suppression de l'obligation pour les SARL de faire rédiger leur statut par un notaire et bien d'autres réformes saluées par les entrepreneurs. Et on part en Angola. L'ouverture d'un bureau dans ce pays d'Afrique australe pourrait être réalisée avant la fin de cette année. À travers cette opération, l'institution de Bretton Woods espère donner la priorité au partenariat public-privé dans la mise en œuvre de ces projets en Angola, mettant ainsi l'accent sur le secteur de l'énergie et de l'eau. Cette annonce intervient alors que la Banque mondiale a accordé ces derniers mois de nombreux financements pour aider le pays à accélérer sa transition d'une économie pétrodépendante à une économie plus diversifiée. Et au Bénin, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 60 millions d'euros pour le Bénin pour la mise en œuvre du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. La capitale économique du pays étant sujette régulière à des inondations, la phase d'exécution du programme est prévue sur une durée de 6 ans, dont 4 pour les volets financés par la banque. Le PAPC doit bénéficier à une population estimée à plus de 785 000 habitants, dont 51% sont des femmes. Plus de 1700 personnes affectées par les travaux devront être indemnisées. Le PAPC couvre précisément le 6e et le 10e arrondissement de la capitale économique et la plus grande ville du Bénin d'ailleurs. Il consiste notamment en l'aménagement d'un bassin de rétention d'un volume de 220 500 mètres cubes, de la construction de 33 140 000 collecteurs et caniveaux, de l'aménagement et du pavage de 12 220 millilitres et de la reconstruction de l'équipement de l'école béninoise des sourds et malentendants du laboratoire type centre de santé communautaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Agréable suite au programme sur nos antennes. Stéphane Soumaoro. On retrouve maintenant Fatou Cissé pour la revue de presse africaine. Bonjour, bienvenue dans votre revue de l'actualité africaine de ce jour. Commençons par le site belge Afrique la Libre qui nous apprend que le Conseil des droits de l'homme a prolongé d'1 an deux commissions d'enquête internationales indépendantes sur le Burundi et la Syrie. Cette décision a été prise au terme de 3 semaines de travaux de l'instance onusienne à son siège de Genève. D'après le journal en ligne, l'enquête sur le Burundi avait récemment dénoncé des violations dans tout le pays dans le contexte préélectoral avant la présidentielle prévue en 2020 dans ce petit pays d'Afrique centrale qui est en crise depuis 4 ans et demi. Les principales cibles étaient les partisans de l'opposition réelle et supposée et les défenseurs des droits de l'homme selon la commission d'enquête internationale indépendante sur le Burundi reprise par nos confrères. Le gouvernement de l'État de Katsina au nord du Niger procède à des plans pour négocier la libération de 20 de ces natifs qui ont été kidnappés et vendus au Burkina Faso comme esclaves à la suite de leur enlèvement par des bandits. L'information est à lire sur afriquepanorama.com. Selon les sources d'information, les victimes auraient été vendues à un trafiquant en République du Bénin qui les a revendues à un autre acheteur au Burkina Faso. À l'instar de plusieurs autres
autre État dans la zone géopolitique du Nord-Ouest, Katsina est confronté à des défis de sécurité occasionnés par des activités de bandits, kidnappeurs et voleurs de bétail, d'après le site d'information panafricain. Direction la République démocratique du Congo, la communauté Allure en Ituri a demandé au gouvernement congolais de procéder au désarmement volontaire ou forcé des assaillants du groupe armé Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Elle recommande aussi la poursuite judiciaire des auteurs des crimes commis contre ses membres. L'information est relayée par Radio Okapi. Selon le site d'information, ces résolutions ont été prises à l'issue d'une récente conférence intra-communautaire du peuple Allure dans le but d'explorer des pistes pour la pacification de la province de l'Ituri. On termine par Presse Afrique qui titre à sa une que le président gambien Adama Barrow tente d'éteindre la contestation sur la durée de son mandat. En effet, lors de son élection en décembre 2016, le président Adama Barrow avait convenu de se retirer au bout de 3 ans. C'était l'accord conclu avec la coalition qui l'a porté au pouvoir. Cependant, notent nos confrères, Adama Barrow tente de montrer qu'il est soutenu pour justifier la continuation de sa présidence. Le journal en ligne explique cette détermination du président gambien par son discours en avril dernier dans lequel il a indiqué, je cite, « Seul Dieu peut me retirer du pouvoir ». Par ses propos, Adama Barrow a montré qu'il était bien décidé à rester en poste jusqu'en 2021, précise le site d'information Presse Afrique. Voilà, c'est tout pour cette revue de l'actualité africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Médin TV Afrique. Et on passe maintenant à la chronique d'actualité qui nous emmène ce matin en Turquie. Le principal parti d'opposition a organisé le week-end dernier une grande conférence consacrée à l'avenir du pays et souhaitait inviter les représentants du régime syrien, mais les autorités turques ont refusé. À Istanbul, les précisions avec Arnold Lauer. Sur la scène interne, le Parti républicain du peuple, ou CHP, est depuis des années l'un des principaux détracteurs de l'engagement de la Turquie dans le conflit syrien. Il dénonce le choix du président Recep Tayyip Erdogan de soutenir dès 2011, militairement et financièrement, l'opposition anti-Assad dans l'espoir de faire tomber le président syrien. Une Alchevikeuse, ancienne ambassadeur devenue députée du CHP, estime que son pays doit désormais renouer des liens avec le régime de Bachar el-Assad. J'entends dire Assad est responsable de tellement de sang versé. Ce n'est pas le propos. La Syrie est le voisin avec lequel la Turquie partage la plus longue frontière commune. Un jour ou l'autre, la stabilité reviendra et les puissances mondiales qui se trouvent en Syrie se retireront. Mais il restera un régime avec lequel, tôt ou tard, la Turquie devra à nouveau parler. Les principales pressions sur Recep Tayyip Erdogan n'émanent toutefois pas de son opposition, mais de la Russie, l'allié du régime de Damas. Depuis 2 ans, Ankara et Moscou coopèrent dans le cadre du processus d'Astana qui vise à trouver au conflit une issue politique. La Russie joue les médiateurs entre les autorités turques et syriennes, diplomatiquement et sur le terrain, dans les zones où des soldats turcs sont présents. Son président, Vladimir Poutine, pousse au rétablissement de relations diplomatiques. Une Alchevikeuse. La Russie en a assez d'être le médiateur et le messager. Elle y voit aussi, bien sûr, un moyen de légitimer le régime syrien. Mais soyons réalistes, la communauté internationale elle-même a accepté de travailler avec le régime Assad de façon temporaire, au moins jusqu'à la fin du processus de paix de Genève. La Turquie ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Diplomatiquement, la Turquie communique indirectement avec l'actuel régime syrien puisqu'elle s'est beaucoup impliquée dans la création d'un comité constitutionnel chargé de rédiger une nouvelle constitution pour la Syrie et dont les travaux devraient bientôt commencer à Genève. Le diplomate Ünal Çevikköz voit également une opportunité de renouer des liens via une lutte commune contre les forces kurdes. Mi-septembre, le régime syrien les a qualifiés à l'ONU de milices terroristes séparatistes. Un changement de rhétorique qui n'est pas passé inaperçu à Ankara. C'est le moment de se souvenir qu'en 1998, la Turquie et la Syrie ont signé un accord dit « Accord d'Adana », qui prévoit que la Syrie n'autorisera sur son territoire aucune activité qui nuise à la Turquie et vice-versa. Il est donc temps de réactiver cet accord et de discuter avec la Syrie du problème commun que représentent ces forces kurdes. Au début de l'année, Recep Tayyip Erdogan a reconnu des contacts entre les services de renseignement turcs et syriens, mais une réconciliation politique reste pour lui une ligne rouge. À Istanbul, Arnold Lauer pour Média. Tout de suite, la météo.
Au Maroc ce matin comme cet après-midi, c'est majoritairement le soleil qui domine, même s'il faudra composer avec quelques passages nuageux sur le nord de l'oriental, mais aussi sur le littoral entre Tanger et Casablanca, ainsi qu'au sud de la ligne Figuig-Agadir. Côté Mercure, comptez 24 degrés sous les nuages de Rabat, 25 à Tanger. On attend 31 du côté des Saouira, 2 degrés de plus, 33 à Fès, 36 à Erachidia et Agadir et 39 degrés pour Marrakech. En Algérie, le ciel alternera entre nuages et soleil sur le quart nord du pays. Ailleurs, ce sera plus dégagé. Le constat sera le même d'ailleurs cet après-midi. Dans la capitale Alger, le mercure affiche 28 degrés, 30 à Béjaïa et 32 à Oran. Il fera 36 degrés à Chlef, 37 à Rardaya et la maximale 42. Ce sera une fois de plus pour la ville d'Adrar. En Tunisie, les nuages n'auront que peu le droit au chapitre ce mardi et c'est le soleil qui domine ce matin comme cet après-midi dans l'ensemble du pays. 28 degrés au compteur à Bizerte et Monastir, 29 à Tabarka. On attend 31 à Kasserine et Gabès, 32 à Gafsa, 33 à Médénine et 35 degrés à Tozeur, ce sera la maximale. Le journal de l'actualité en Afrique, c'est tout de suite sur Média. Et le nord du Mali à nouveau frappé par le terrorisme. Ce sont cette fois 2 camps de l'armée qui ont été pris pour cible hier matin. Le bilan est très incertain pour l'instant, mais les sources sécuritaires évoquent la mort d'au moins 2 civils. Le bilan matériel, lui aussi, est lourd. Au Burkina aussi, les attaques terroristes sont de plus en plus récurrentes. Pas de quoi rassurer élèves et professeurs qui justement effectuent leur entrée des classes ce mardi. Le contexte sécuritaire dans le pays entraîne de très nombreuses fermetures d'écoles. Au Sénégal, Khalifa Sall a passé la journée avec ses proches hier, quelques heures seulement après la grâce présidentielle dont il a bénéficié. Alors pourquoi le chef de l'État a-t-il finalement, contre toute attente, laissé sortir de prison l'ancien maire de Dakar? Nous poserons la question à un membre d'Amnesty International Sénégal. Et puis du sport en fin d'édition avec la colère des Sénégalais de Génération Foot. Samedi, ils étaient présents au Caire pour jouer leur match dans le cadre de la Ligue des Champions Afrique. Un match finalement reporté à la dernière minute au lendemain et dans une autre ville, la CAF se retrouve une fois de plus sous le feu des critiques. Au moins 2 civils tués et 3 autres blessés dans le nord du Mali à la frontière avec le Burkina Faso. Bilan encore très provisoire de ces 2 attaques successives qui ont eu lieu dans 2 camps de l'armée malienne tôt hier matin. Les forces armées maliennes parlent d'attaques terroristes mais aucune revendication pour l'instant. On fait le point sur ce que l'on sait depuis Bamako avec Christelle Pire. Ce lundi soir, les renforts n'étaient toujours pas arrivés à Boulkessi, à la frontière avec le Burkina Faso, où se trouve un détachement malien de la force conjointe du G5 Sahel. Déjà maintes fois attaqués, leur position a de nouveau été prise pour cible aux alentours de 4 heures du matin. Selon des témoignages, les assaillants ont emporté beaucoup de matériel, des pick-up, des armes, des munitions, et ils ont brûlé le camp avant de repartir. L'armée malienne a envoyé ses hélicoptères pour survoler la zone et a même mené quelques frappes dans la ville. Un peu plus tôt, vers 1 heure du matin, c'est le camp de la garde nationale de Mondoro qui a été attaqué. Selon le ministère malien de la Défense, les militaires auraient là abandonné leur poste. Ces nouvelles attaques qualifiées de terroristes par les autorités maliennes ont lieu après une semaine meurtrière au Burkina Faso, de l'autre côté de la frontière, où d'ailleurs plusieurs positions militaires ont été évacuées depuis l'attaque de Koutougou à la mi-août, où 24 soldats burkinabés avaient été tués. De quoi rendre Mondoro et Boulkessi encore plus vulnérables, car même si la force française Barkhane s'est rapprochée depuis le printemps dernier en s'installant à Gossier à 150 km de là, cette zone est un carrefour pour plusieurs groupes terroristes, notamment le groupe État islamique dans le Grand Sahara, le groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda ou encore Ansarul Islam. À Bamako, Christelle Pire pour Média. Et la menace terroriste grandissante, c'est un problème que connaît malheureusement trop bien le voisin burkinabé. Et c'est pourtant dans ce contexte qu'a lieu aujourd'hui la rentrée des classes, une reprise incertaine et à haut risque pour les enseignants et les élèves du nord et de l'est du pays où les attaques terroristes se sont multipliées. Menaces, assassinats ciblés, écoles et matériels pédagogiques brûlés. Après les forces de défense, les établissements scolaires et les éducateurs sont les plus touchés par les groupes armés terroristes au nord et à l'est du pays. Au total, plus de 2000 écoles ont déjà dû fermer leurs portes. Sophie Douce à Ouagadougou. La menace est proche. Chaque jour, lorsque cet intendant part travailler au lycée de Dubo, au nord du pays, il le sait, il risque sa vie. On vit la peur au ventre d'être enlevé, d'être touché physiquement par ces phénomènes. On se casse depuis qu'on est enseignant. Il y a un certain âge là, les enfants ne peuvent pas dormir seuls tellement ils ont été touchés moralement. Nous-mêmes, parfois, on a du mal de dormir puisqu'il y a souvent la nuit des tirs. Chacun se grippe dans
sa natte ou dans son lit, sans bruit, potable, éteint, lumière éteinte. À partir d'une certaine heure, vraiment, on se prive de tout. En mars, 2 collègues ont été enlevés et assassinés dans la commune. Alors beaucoup préfèrent fuir, les écoles ferment. Résultat, de nombreux enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes. Un cercle vicieux pour Souleymane Badiel de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation. Si il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'ouverture au monde, il n'y a pas véritablement de perspectives en termes d'emploi pour un grand nombre de ces enfants. Et si effectivement ces écoles sont fermées, ça veut dire qu'il n'y a véritablement plus de présence de l'État. Le plus grand terreau que le terrorisme exploite, c'est celui de l'ignorance. Ça constitue un grand terreau pour le recrutement. Côté gouvernement, ne cache pas non plus son inquiétude. Un plan d'urgence a été adopté en février pour sécuriser les écoles et réaffecter les enfants déscolarisés. Mais depuis, les violences se sont encore aggravées, ralentissant un peu plus la mise en place de ces mesures. Sophie Douce, à Ouagadougou pour Média. Au Cameroun maintenant, le grand dialogue national voulu par le président s'est ouvert hier et se poursuit aujourd'hui. Un seul sujet sur la table, le conflit séparatiste sanglant dans les régions anglophones du pays. Mais les leaders sécessionnistes refusent de participer, laissant planer le doute sur l'issue de ces discussions. Hier d'ailleurs, un gendarme a été tué à Badjanmin dans l'ouest du pays. Il a péri dans une attaque menée justement par les miliciens séparatistes. C'est le sujet dont tout le monde parle dans les rues de Dakar. La remise en liberté de Khalifa Sall dimanche soir. L'ancien maire de la capitale a bénéficié d'une grâce présidentielle au Sénégal après plus de 2 ans derrière les barreaux, condamné pour une série de malversations financières. Cette grâce de Macky Sall intervient quelques jours seulement après une autre image forte, celle de la rencontre de réconciliation entre le chef de l'État et son prédécesseur et grand rival Abdoulaye Wade. Mais pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, eh bien le président n'avait surtout pas le choix tant la colère gronde dans le pays. La situation était assez tendue dans le pays. Le président a été dans une situation extrêmement difficile avec les manifestations autour des contrats pétroliers et gazés et plusieurs manifestations dans le pays. La situation était également tendue. Sur le plan économique, on a commencé à observer une montée des prix des denrées de première nécessité. Tout cela fait que, évidemment, il avait intérêt à faire baisser la tension. La tension était trop grande. Il y avait énormément de mécontentement dans le pays. Et donc, il avait intérêt à faire baisser la tension dans le pays. Je crois que c'est cela qu'il a fait. Il était clairement dans des situations assez difficiles. Les propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. Une commission électorale indépendante qui est inféodée, c'est le terme utilisé hier par la CDRP, plateforme de l'opposition ivoirienne, qui rejette la nouvelle instance après l'élection de son président. Il s'agit du magistrat Coulibaly Kouidbierte Ibrahimé. Un choix qui ne convient pas à l'opposition, qui n'exclut pas d'ailleurs des mobilisations et appelle les citoyens ivoiriens à se tenir prêts. De nombreux experts africains et européens réunis depuis hier à Abidjan pour la 4e édition des Assises africaines de l'intelligence économique. Au programme, de nombreuses tables rondes pour parler notamment de l'impact que l'intelligence économique, mais aussi numérique et artificielle peuvent avoir sur la société ainsi que sur les entreprises. Du sport à présent avec cette nouvelle affaire dont se serait bien passée la Confédération africaine de football. Dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, les Sénégalais de Génération Foot devaient affronter le Zamalek au Caire. Ils étaient d'ailleurs sur place samedi pour le match prêt à jouer. Sauf que la rencontre a finalement été reprogrammée à dimanche, cette fois à Alexandrie. Les Sénégalais ont finalement décidé de quitter l'Égypte sans jouer le match. Hervé Penaud, notre consultant pour le football africain, revient pour nous sur cette nouvelle affaire. On prend les mêmes et on recommence à la CAF. C'est jamais terminé. Vous croyez qu'à un moment ça va se terminer, tout va bien se passer, mais non, ils sont capables de tout, ils sont capables de choses totalement inattendues. Alors là, je crois je dis pas qu'on bat des records, parce que déjà la finale, la manière dont elle s'est terminée, ça battait des records. Mais là, on se retrouve encore une situation très différente, c'est-à-dire que le Zamalek avait décidé de changer le jour de son match et le lieu de son match, qui devait se dérouler normalement au Caire et qui s'est déroulé à Alexandrie. Et Génération Foot, les Sénégalais sont arrivés là-bas et l'ont su qu'au dernier moment. J'ai lu les lettres, les échanges à la fois entre Génération Foot et la CAF, mais on est dans l'absurde le plus total. Parce qu'en fait, il y a un règlement à la CAF qui stipule qu'il faut déjà donner 14 jours aux équipes pour savoir s'il y a un changement de lieu. Et une autre chose, ça doit être dit par la commission interclub, ce qui n'a pas été du tout le cas sur ce coup-ci, puisque ça a simplement été envoyé par Anthony Bafo, secrétaire général de la CAF. Donc, du n'importe quoi. Et vous avez une équipe qui est venue dans un stade le samedi, une autre équipe qui est venue
nous installe le dimanche dans deux villes différentes, évidemment il y a peu de chances qu'ils se rencontrent, donc le match a été purement et simplement annulé. On nage en plein délire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, c'est totalement inadmissible. Il y a des règlements, il faut appliquer ses propres règlements, sinon on ne s'en sortira jamais. Et en ce moment, force est de constater qu'on ne s'en sort pas complètement. La matinale continue avec la revue de presse internationale, c'est avec Mounira Larzal. Bonjour à tous et bienvenue dans votre fenêtre sur le monde, la revue de presse internationale. Commençons en Allemagne avec le procès historique de Volkswagen. Courrier International rapporte le scandale des moteurs diesel truqués. Ce scandale a donné suite aux plaintes de 470 000 clients. Le procès s'est ouvert ce lundi à Brunswick, dans le nord de l'Allemagne. Selon l'hebdomadaire français, les clients se sont sentis lésés car les moteurs diesel de leur véhicule avaient été truqués afin de falsifier le niveau d'émission de gaz polluants. Nous lisons que cette affaire, désormais appelée Dieselgate, est vieille de 4 ans. Elle a déjà coûté près de 30 milliards d'euros à l'industriel allemand et elle est loin d'être terminée. Le constructeur automobile estime que les clients n'ont pas subi de dommages puisque tous les véhicules sont sûrs et qu'ils peuvent circuler. De Basse-Saxe, dans le nord-ouest allemand, allons à l'ouest du pays. Un groupe de villageois vivant au bord de Garsweiler, l'une des plus grandes mines de charbon d'Allemagne, refuse de vendre ses terrains à la société énergétique RWE. Dans le Guardian, il est écrit que 12 villages abritant 7600 habitants sont menacés par l'expansion de RWE. Selon le quotidien britannique, la démolition des 4 premiers villages devrait commencer en 2023. Une colère de la même nature à Rouen, au nord de la France, une colère noire litant dans cette tribune publiée par Libération. Des centaines de milliers de personnes s'inquiètent de la qualité de l'air après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol mercredi dernier. Dans le quotidien français, les habitants de Rouen et les habitants des environs se plaignent de l'air malsain et voient leur jardin noirci malgré les communiqués des autorités déclarant que tout va bien. Ils demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique puisque les médecins ont déclaré des taux affolants de plomb et autres métaux lourds. À Rouen, plusieurs enseignants incommodés par les odeurs persistantes exercent leur droit de retrait dans 3 collèges, écrit Le Monde. Ces enseignants ont fait état d'élèves souffrant de maux de tête et de nausées. Ils ont donc estimé que la situation actuelle présente un danger grave et imminent. Ils estiment aussi que la préfecture n'a pas pris toutes les mesures. L'Express n'est pas plus réconfortant et se demande où ira le nuage noir sorti de l'usine chimique Lubrizol. Selon l'hebdomadaire français, ce nuage toxique a traversé la Belgique dès jeudi dernier et a également survolé les Pays-Bas. Avant d'y arriver, le nuage noir s'est dirigé vers le nord et le nord-est de la France, d'où les interdictions de collecte de lait, d'œufs et de miel prises en Normandie, mais aussi dans les Hauts-de-France. Le nuage mobile se disperse largement et il est de plus en plus dilué, de moins en moins intense, lit-on. Toujours avec les Verts, jetons un coup d'œil aux législatives autrichiennes avec le retour en force de Sebastian Kurz. Dans un scrutin marqué par la forte poussée des Verts, Sebastian Kurz retourne en force. Nous lisons dans le Figaro que le président sortant apparaît comme le grand gagnant des élections législatives et ceci au détriment de son allié d'hier, l'extrême droite FPÖ. Dans les faits, les résultats pourraient se traduire par une reconduction de la grande coalition avec les sociaux-démocrates qui a déjà gouverné l'Autriche un quasi demi-siècle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais s'il arrive en seconde position avec un peu plus de 22% des suffrages, le SPÖ perd près de 5 points en 18 mois. Bien qu'en opposition sur le thème de l'immigration, les Verts pourraient aussi rejoindre le Parti conservateur sur une plateforme commune. Ce serait alors une première dans l'histoire de l'Autriche. Les écologistes améliorent leur score de 10 points, cumulant près de 13% des suffrages et plus encore à Vienne. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde. L'information continue sur Médien TV. Et c'est maintenant l'heure du quotidien des bourses présenté par Stéphane Soumaoro.
Soyez les bienvenus, on fait le point à présent des principaux marchés boursiers sur le continent. Commençons à Nairobi au Kenya où l'indice NSX perd 1,82 points, soit une chute de 0,14% à 1256 points à la cloche finale. La bourse de Casablanca, elle connaît une bonne progression sur le marché ces derniers jours, une tendance haussière de l'indice Massi justifiée par de bonnes performances des secteurs sylviculture et papier, mais aussi de la distribution. L'indice Massi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, gagne ici 0,27% à 11 561,68 points. Au titre des actions, la plus forte hausse est réalisée par Label Vie qui connaît une envolée de 9,88% et s'évalue à 2659 dirhams. Medpaper réalise aussi une bonne performance avec un gain de 8,42% à 25,50 dirhams à la clôture. Par contre, on enregistre la plus forte baisse du côté de Res Dar Saada qui perd 9,99% de sa valeur à la cloche finale. L'action est évaluée à 68,41. À la bourse de Tunisie, l'indice Tunindex perd moins 37,46 points et termine à 7051,68 points, une chute de moins 0,53%. Une journée pleine de suspense au niveau des principaux titres financiers. Après une grosse descente en mi-journée, l'indice a repris des couleurs en fin d'après-midi. Les actions LSTR connaissent une hausse de 5,51% sur le marché tunisien à 1,34 dinars. Et du côté de la BRVM, les deux indices phares, le BRVM 10 et le BRVM Composite, affichent une tendance baissière, une variation à la baisse influencée par les résultats sensibles du secteur finance. Le BRVM 10 perd moins 0,52 points, soit moins 0,38% et s'évalue désormais à 136,03 points à la fermeture des marchés. L'indice BRVM Composite suit la tendance aussi avec une baisse de moins 0,31% à 142,40 points. L'action CIE Compagnie progresse de 7,14% et réalise la meilleure performance à 1275 francs CFA. Les actions de la CIE affichent une bonne stabilité depuis un bon moment, suivi de l'action Ecobank Côte d'Ivoire qui sort son épingle du jeu dans la tourmente des finances et affiche une remontée de 4,81% et est évaluée à 2725 francs CFA. Et je vous le disais, temps difficile pour le secteur finance, BOA Mali perd moins 7,17% de sa valeur à 1360 francs CFA, mais aussi l'action NCA qui perd moins 6,79% et s'évalue à 2885 francs CFA à la clôture des marchés. Et en Égypte, la bourse referme en hausse. À la cloche finale, l'indice EGX30 était évalué à 14 258 points, soit un bond de 401 points, une hausse de 2,89%, soutenue par le secteur hôtelier et loisirs, mais aussi celui des infrastructures et des constructions. Dans le petit lexique de la bourse, nous parlerons de ce mot que vous entendez à chaque seconde, l'action. C'est quoi une action en bourse? Il faut dire qu'en bourse, l'action est le produit phare. Une action correspond à une fraction du capital d'une société. Pour simplifier, en achetant une action, vous devenez propriétaire d'une partie de la société aux côtés d'autres propriétaires qu'on appelle actionnaires. La bourse est le lieu donc d'échange sur lequel vous pouvez vendre ou acheter des actions dont la valeur varie en fonction de la fameuse loi de l'offre et de la demande. Si votre action est très demandée, son prix augmentera et à l'inverse, il baissera. Le jeu des boursicoteurs est de saisir les meilleures opportunités de vente et d'achat pour tenter de réaliser de jolis profits. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour découvrir les indices qui portent l'économie de l'Afrique en pleine croissance. Grâce au quotidien des bourses, suivez l'actualité des marchés financiers africains en temps réel et investissez en toute sécurité. Et je vous propose de refaire un point sur les grands titres de l'actualité internationale. 80 minutes de défilé militaire, des feux d'artifice, mais aussi la projection de films patriotiques. Les autorités chinoises ont vu les choses en grand pour célébrer ce mardi les 70 ans de la République populaire. Rien ne peut ébranler la nation chinoise, a proclamé le président Xi Jinping. C'est bien ce qu'ont l'intention de faire. Pourtant, les Hongkongais, qui après 4 mois de mobilisation, comptent à nouveau protester aujourd'hui. En Tunisie, le second tour de la présidentielle sera fixé mercredi au plus tard. C'est ce qu'a assuré l'instance chargée des élections, l'ISI. Elle attend la publication officielle des suites données au recours des candidats malheureux du premier tour qui ont fait appel. Selon toute vraisemblance, ce second tour de scrutin devrait avoir lieu le 13. Il opposera, je le rappelle, Nabil Karoui à Kais Sayed.
Et puis une grande voix de l'opéra s'est éteinte hier, celle de la cantatrice américaine Jessie Norman à l'âge de 74 ans, une carrière immense qui l'a menée à travers les plus grandes salles d'Europe. Allez, on parle maintenant d'économie africaine, on retrouve le journal avec Stéphane Doubaouro. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Voyons ensemble l'actualité économique sur le continent africain. À travers l'indice Trade 20, la Standard Chartered Bank évalue les 20 économies les plus dynamiques du monde dans le secteur commercial. D'après l'institution, la Côte d'Ivoire est le marché qui a le plus rapidement amélioré son potentiel de croissance commerciale au cours de la dernière décennie. Dans les années 2020, le pays devrait voir son économie quasiment doubler, atteignant une croissance économique moyenne de plus de 7%, ce en raison des investissements dans les infrastructures et de l'augmentation des dépenses publiques qui ont permis au pays de sortir de l'instabilité économique et de la crise politique au début des années 2010. Le rapport constate également que si les puissances commerciales comme la Chine et l'Inde continuent d'améliorer rapidement leur potentiel commercial, les économies africaines font des progrès particulièrement importants. Ainsi, dans le top 10 mondial, on retrouve un deuxième pays africain, le Kenya, qui occupe la 3e place. Le rapport note cependant que la Côte d'Ivoire doit améliorer l'entrée des investissements directs étrangers au sein de son économie. Et avant la grande messe prévue pour octobre prochain, la Banque mondiale vient de publier une liste restreinte de 20 économies mondiales ayant le plus amélioré leur environnement des affaires au cours des 12 derniers mois. Une liste qui sera réduite à 10 le 24 octobre prochain lors du lancement officiel du Doing Business 2020. 5 pays africains figurent dans cette shortlist: le Nigeria, le Togo, le Kenya, Djibouti et le Zimbabwe. Djibouti a adapté son code au commerce afin de faciliter l'accès au crédit, protéger davantage les actionnaires minoritaires et améliorer les procédures de recouvrement. Les autorités djiboutiennes ont également mis en place un système de transactions sécurisé et un registre unifié des sûretés. Après sa retentissante percée de 19 places en 2018, le Togo s'apprête à rééditer un exploit de rang. Les équipes de Doing Business saluent la suppression de l'obligation pour les SARL de faire rédiger leur statut par un notaire et bien d'autres réformes saluées par les entrepreneurs. Et on part en Angola. L'ouverture d'un bureau dans ce pays d'Afrique australe pourrait être réalisée avant la fin de cette année. À travers cette opération, l'institution de Bretton Woods espère donner la priorité au partenariat public-privé dans la mise en œuvre de ces projets en Angola, mettant ainsi l'accent sur le secteur de l'énergie et de l'eau. Cette annonce intervient alors que la Banque mondiale a accordé ces derniers mois de nombreux financements pour aider le pays à accélérer sa transition d'une économie pétrodépendante à une économie plus diversifiée. Et au Bénin, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 60 millions d'euros pour le Bénin pour la mise en œuvre du projet d'appui au programme d'assainissement pluvial de Cotonou. La capitale économique du pays étant sujette régulière à des inondations, la phase d'exécution du programme est prévue sur une durée de 6 ans, dont 4 pour les volets financés par la banque. Le PAPC doit bénéficier à une population estimée à plus de 785 000 habitants, dont 51% sont des femmes. Plus de 1700 personnes affectées par les travaux devront être indemnisées. Le PAPC couvre précisément le 6e et le 10e arrondissement de la capitale économique et la plus grande ville du Bénin d'ailleurs. Il consiste notamment en l'aménagement d'un bassin de rétention d'un volume de 220 500 mètres cubes, de la construction de 33 140 000 collecteurs et caniveaux, de l'aménagement et du pavage de 12 220 millilitres et de la reconstruction de l'équipement de l'école béninoise des sourds et malentendants du laboratoire type centre de santé communautaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique sur le continent. Agréable suite au programme sur nos antennes. Stéphane Soumaoro. On retrouve maintenant Fatou Cissé pour la revue de presse africaine. Bonjour, bienvenue dans votre revue de l'actualité africaine de ce jour. Commençons
Commençons par le site belge Afrique la Libre qui nous apprend que le Conseil des droits de l'homme a prolongé d'1 an deux commissions d'enquête internationale indépendantes sur le Burundi et la Syrie. Cette décision a été prise au terme de 3 semaines de travaux de l'instance onusienne à son siège de Genève. D'après le journal en ligne, l'enquête sur le Burundi avait récemment dénoncé des violations dans tout le pays dans le contexte préélectoral avant la présidentielle prévue en 2020 dans ce petit pays d'Afrique centrale qui est en crise depuis 4 ans et demi. Les principales cibles étaient les partisans de l'opposition réelle et supposée et les défenseurs des droits de l'homme selon la commission d'enquête internationale indépendante sur le Burundi reprise par nos confrères. Le gouvernement de l'État de Katsina au nord du Niger procède à des plans pour négocier la libération de 20 de ces natifs qui ont été kidnappés et vendus au Burkina Faso comme esclaves à la suite de leur enlèvement par des bandits. L'information est à lire sur afriquepanorama.com. Selon les sources d'information, les victimes auraient été vendues à un trafiquant en République du Bénin qui les a revendues à un autre acheteur au Burkina Faso. À l'instar de plusieurs autres États dans la zone géopolitique du Nord-Ouest, Katsina est confronté à des défis de sécurité occasionnés par des activités de bandits, kidnappeurs et voleurs de bétail, d'après le site d'information panafricain. Direction la République démocratique du Congo, la communauté Allure en Ituri a demandé au gouvernement congolais de procéder au désarmement volontaire ou forcé des assaillants du groupe armé Codeco, la coopérative pour le développement du Congo. Elle recommande aussi la poursuite judiciaire des auteurs des crimes commis contre ses membres. L'information est relayée par Radio Okapi. Selon le site d'information, ces résolutions ont été prises à l'issue d'une récente conférence intra-communautaire du peuple Allure dans le but d'explorer des pistes pour la pacification de la province de l'Ituri. On termine par Presse Afrique qui titre à sa une que le président gambien Adama Barrow tente d'éteindre la contestation sur la durée de son mandat. En effet, lors de son élection en décembre 2016, le président Adama Barrow avait convenu de se retirer au bout de 3 ans. C'était l'accord conclu avec la coalition qui l'a porté au pouvoir. Cependant, note nos confrères, Adama Barrow tente de montrer qu'il est soutenu pour justifier la continuation de sa présidence. Le journal en ligne explique cette détermination du président gambien par son discours en avril dernier dans lequel il a indiqué, je cite, « Seul Dieu peut me retirer du pouvoir ». Par ses propos, Adama Barrow a montré qu'il était bien décidé à rester en poste jusqu'en 2021, précise le site d'information Presse Afrique. Voilà, c'est tout pour cette revue de l'actualité africaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Média TV Afrique. C'est la fin de la première partie de cette matinale Afrique. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent. Alors restez avec nous sur Média 1.